Bonsoir à tous et bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport, votre magazine hebdomadaire de débats sportifs sur nos antennes. Dans la pause actu ce soir, judo, mutualiser les forces et permettre à la sous-région Afrique centrale de jouer un rôle important dans cette discipline sur le plan international. Ce sont là quelques objectifs de l'association des fédérations de judo d'Afrique centrale, nouvellement créée. Vous écouterez à ce sujet son président, qui n'est autre que le président de la Fédération camerounaise de judo, Maître Alain Christian Kingé. Football, affaire Victoria United contre Eric Ndjomeni, Fédération camerounaise de football, Marc Brice. Qu'est-ce qui fait problème? C'est la problématique du débat de ce soir et ce sera en deuxième partie de cette émission. Nos invités en plateau ce soir, c'est avec plaisir que je reçois Martial Biba, Maître Bibson, comme on l'appelle affectueusement. Il est expert en arts martiaux et analyste de sport aussi. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de STV. Ici, j'adresse un bonsoir particulier au dieu du but qui est actuellement scotché et qui nous encourage. Traditionnellement, j'ai nommé ici Alain Fabien qui est un consultant au-dessus de la pyramide. Je dis une fois de plus, merci d'être invité dans ce somptueux studio. D'accord. Peut-être pas au-dessus de la pyramide, quelque part sur la pyramide. Emmanuel Marop, bonsoir. Bonsoir, la sublimissime Lydie. Non, mais c'est sympa justement qu'on évoque de temps en temps ceux qui ne sont pas là, en présentiel évidemment, comme Alain. J'en profite pour le saluer. Il a raison, parce qu'Alain, c'est un vétéran, c'est vrai, mais il a tellement marqué de buts que voilà, il peut se faire appeler Dieu du but avec petit D, évidemment. Bien sûr. Donc voilà. Après, je salue les copanélistes, justement. Je salue le judo, notamment son président, qui fait un travail exceptionnel. Voilà, une fédération, honnêtement, qui se comporte très, très, très bien. Sans tambour, encore moins les trompettes, mais qui avance, peut-être pas masqué, fait des actions extraordinaires. Donc on les nommé, qui se retrouvent justement en train de présider aux destinées du judo en Afrique centrale. Ça n'est que naturel, eu égard justement à ce qu'il fait. Je salue ceux qui nous regardent, mais tiens, vous me faites venir ici alors qu'Andro Onana est en train de se produire contre Ipswich, honnêtement. Le 24 de Dieu. Le 24 de Dieu, le meilleur portier du monde, mais pour vous, je suis venu, pour les téléspectateurs, mais j'aurais un œil justement. Évidemment, il est ambidestre, c'est le seul gardien ambidestre. Pendant cette émission, vous allez me pardonner quelques écarts, parce que j'aurai un peu un œil à Manchester pour voir ce qu'il va faire. On espère qu'il va l'emporter et voilà, se classer de manière sympathique, hein, même si la Première Ligue s'est mal barrée pour Manchester, mais il y a encore il y a l'Europa League, il y a justement l'Emirates Cup, justement il en est le détenteur. J'espère que ça va bien se passer pour lui. On espère aussi pour ses compatriotes. En plateau également, Martin Mapak, membre de la Fédération camerounaise de volleyball, avec Julien Abouam et analyste de sport aussi. Martin, bonsoir. Bonsoir Lydie Makeda, merci de m'avoir invité. Il fallait préciser, membre de la vraie fédération camerounaise de volleyball, l'autre n'étant que imposture. Et je suis content d'être sur le plateau avec toi, ça faisait longtemps. Merci d'avoir pensé à moi ce soir. Et nous espérons que nous allons, avec tous les copanélistes, faire une très belle émission. Timothée Makongo, ça faisait aussi un moment qu'on n'avait pas eu dans cette émission, l'ancien lion indomptable. Maxime, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, et je dis sincèrement que je suis venu parce que tu m'as annoncé avant mes copanélistes. J'étais curieux de rencontrer ces spécialistes de judo-là, qui a une très belle carte au Cameroun. Et lui, je le connais parce que nous avons tellement fait d'émissions sur le volleyball. Et puis, c'est aussi cher frère, Marof, qui est à la fois camerounais, américain, allemand, français et tout. Il est tout. Et qui est un poète hors pair, parce qu'il a une poésie assez spéciale dans son expression. Je suis vraiment content avec ce panel et j'espère que tout se passera très bien. On l'espère aussi. Alors on entre tout de suite dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu et on parle judo, développer cette discipline en Afrique centrale afin de jouer les premiers rôles sur le plan mondial. C'est l'objectif visé par l'association des fédérations de judo d'Afrique centrale nouvellement créée. À la tête de celle-ci, Maître Alain Christian Kingé, qui n'est autre que le président de la Fédération camerounaise de judo. Alors, pour comprendre les réelles motivations de la mise en place de cette association, nous vous proposons d'écouter justement Maître Alain Kingé.
Dans un court instant, nous aurons cette interview de Maître Alain-Christian Kingé, président de la Fédération camerounaise de judo, et qui vient d'être nommé à la présidence aussi de l'Association des fédérations de judo d'Afrique centrale. Le temps que l'organisation nous fasse signe, peut-être un commentaire Martin Mapak sur cette nouvelle casquette aussi de Maître Alain-Christian Kingé. Je pense que en tant que président de la Fédération camerounaise de judo, le Cameroun étant l'un des porte-chats du sport dans la zone Afrique centrale, c'est tout à fait normal parce que on n'a pas besoin d'être forcément uniquement judoka, mais on se rend compte qu'en Afrique centrale, il n'y a pas beaucoup d'interpénétration entre les fédérations et entre les équipes. Donc, je pense que c'est une initiative qui est à saluer parce que elle n'entre pas dans le cadre de la Confédération africaine de judo, mais ce sont les fédérations nationales qui décident de se mettre ensemble pour pouvoir évoluer. Je pense que Maître Kingé est à sa place, il est dans son rôle parce que c'est une aubaine qui est offerte tant au judo camerounais que de celui d'Afrique centrale d'avoir des échanges assez souvent pour que tant les Camerounais que les autres frères de la sous-région puissent avoir une plateforme qui va leur permettre de se rencontrer assez souvent pour performer de manière plus sereine. Au-delà de ça, excusez-moi, j'ai envie d'arracher la parole. Excusez-moi, moi je fais je ne sais pas, très très sympa, honnêtement, vous aurez dû me la donner, mais je l'arrache vite fait parce que... Allez-y, on vous écoute. Vous savez, ça rentre en droite ligne avec ce que les initiés, les métaphysiciens appellent la loi karmique, voyez-vous. La loi karmique, on sait que nul n'est au-dessus, voyez-vous, qui que vous soyez. C'est-à-dire quoi? Quand vous posez de bons actes, voilà, ils vous reviennent comme un boomerang, ça c'est naturel. Quand vous en posez de mauvais, ils vous reviennent également comme un boomerang, voilà, c'est de manière naturelle. Maître Kingé, président de la Fédération camerounaise de volley, honnêtement, depuis il est là, de judo, autant pour moi, il a fait des choses exceptionnelles, et tant sur le plan évidemment personnel que sur le plan du judo à proprement parler, incluse les infrastructures, parce que quand on va à soi et qu'on voit et qu'on se rend avec ce qu'il est en train de faire, c'est stratosphérique. Et donc c'est pour toutes ces raisons, j'en suis certain, peut-être aider en cela, permettez-moi de piquer un peu dans le foot, ce qu'on appelle une IFAC en Afrique centrale ici, que ces pères d'Afrique centrale se sont dit, tiens, compte tenu du fait qu'il est en train de faire un travail extraordinaire, voyez-vous, il serait de bon aloi justement qu'il amène son expertise, voilà, réunie justement en Afrique centrale. Rappelons somme toute qu'il a des postes encore justement sur le plan du judo africain. Donc son expertise est avérée, elle est actée, elle est scellée, voyez-vous. Il est de bon aloi justement qu'on le consulte, qu'on fasse une sorte de joint venture en Afrique centrale justement pour que le judo en Afrique centrale décolle davantage. Donc c'est ce dont il est question. Quand vous posez de bons actes, honnêtement, ils vous reviennent, voyez-vous. Donc non, le contraire m'aurait étonné. On va dire bravo, vraiment. Une fois bravo au président Kingé pour ce qu'il fait. On a quand même une fois, vraiment, nous les hommes de médias, on se réjouit qu'il y ait une fédération qui se comporte super bien, parce qu'il y en a honnêtement, voilà, dont il n'est pas très sympa de parler, mais parler de la fédération du judo, vraiment, même s'il fallait faire 2 heures d'émission à ne parler que du judo ici, on aurait des éléments pour, parce que Maître Kingé, ceux qui l'accompagnent, ainsi que les athlètes, font un travail extraordinaire. Ils étaient au Maroc la dernière fois, vous en avez souvenance. Sur 5 athlètes, justement, ils ont ramené 5 médailles, c'est-à-dire ils ont fait du 100%. Les 5 athlètes présents, indépendamment, parce que moi je connais le Maroc, j'y vais même en hiver, parce que la météo n'était pas très sympa, n'était pas clémente, mais ils ont pu ramener des médailles, ils se préparent pour la Côte d'Ivoire, etc., etc. Non, c'est un travail de ouf, un travail extraordinaire. Donc il était de bonne loi que voilà, qui se retrouve au sein de ces pairs d'Afrique centrale pour faire un truc. Et ça va permettre, vous verrez, dans quelques années, si le terrain en a conférence, on sera encore ici pour en parler. Le judo en Afrique centrale, sous l'égide du président Kingé, va décoller. Et c'est sympa, c'est bien, il faudrait qu'on nous en parle. Timothée Makongo, peut-être la même lecture aussi, que ce soit logique, que cette association, en fait, ce que je voulais la présidence se soit confiée à Maître Kingé. Emmanuel dit, c'est que ce n'est pas seulement le judo qui est une des disciplines très très pratiques au Cameroun. Il y a effectivement un élan extraordinaire parce que moi j'ai un peu côtoyé les gars qui font le nambudo, j'ai côtoyé les gens qui font un peu de kung-fu, un peu de... Et c'est extraordinaire, ils font venir des gens du Japon, de la Chine.
c'est tous les arts martiaux qui sont en ébullition en ce moment. On parle du judo quand même. Le judo, non. Le judo, c'est vrai, mais je veux dire que... Je le dis parce que tout à l'heure, Maître a dit qu'il est multidisciplinaire. Je lui ai dit, vous êtes judoka, il a dit, vous êtes... Non, il est pratiquant. Il est pratiquant. Donc, il m'a expliqué tout de suite que être judoka, c'est pas forcément ça. Généralement, ceux qui font les arts martiaux font au moins 4 disciplines. Et je me rends compte qu'au Cameroun, toutes les disciplines, regardez le nombre de compétitions qu'ils ont déjà organisées en Afrique et en Afrique centrale. Ça veut dire qu'au niveau des arts martiaux, ça marche très bien au Cameroun. Et vraiment, merci pour l'analyse concernant les vidéos. C'était les vidéos. Je ne sais pas si on peut avoir cette interview de Maître Alain Christian Kingé au niveau de la réalisation. Et vous savez qu'en Afrique centrale, nous sommes lancés résolument dans une campagne de développement, de promotion et de mise à niveau du judo en Afrique centrale. Et il était question que l'Afrique centrale se réunisse comme les autres sous-régions afin de pouvoir parler d'une seule voix dans le cadre du judo, du développement et de la promotion du judo. Donc nous avons mis sur pied comme ça en marge du congrès de l'Union africaine du judo, l'organisation qui s'appelle l'organisation des présidents de judo d'Afrique centrale, afin comme ça de pouvoir mutualiser nos forces pour pouvoir aller de l'avant et développer le judo en Afrique centrale pour des meilleures perspectives, des meilleurs résultats. Donc c'était un premier geste, c'était une constituante de cette organisation, de cette association des fédérations de judo d'Afrique centrale. Le but premier, c'est d'unir toutes les fédérations en Afrique centrale, fédération de judo bien sûr. Ensuite, c'est de permettre un développement harmonieux de tous les acteurs, de tous les membres de la filière judo sur le continent africain et en particulier en Afrique centrale, afin comme ça de pouvoir avoir le niveau pour pouvoir affronter les partenaires de l'autre côté, notamment les Asiatiques, les Européens, etc. Donc nous allons faire un partage d'expérience en termes de formation, en termes de compétition, en termes de participation aux activités. Donc voilà, et puis ça nous permettra aussi de faire des séances d'entraînement communes afin de mettre tous nos athlètes au même niveau. Et nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de l'Occident, au niveau de l'Asie, qui sont des grandes nations de judo, c'est la mutualisation des forces comme ça qui permet d'aller à la haute performance. Vous savez, l'Afrique participe aux Jeux Olympiques, aux Jeux africains, aux Jeux de la francophonie, etc. Et deux fois, les compétitions ne sont pas bien menées par les Africains parce que nous venons à rang dispersé. Donc, il est question pour nous, au niveau sous-régional déjà, de s'organiser afin d'affronter le niveau régional avec plus de compétences. Et puis, nous allons comme ça permettre à nos jeunes judokas, autant pour moi, d'avoir plus de compétences, d'expérience, parce qu'ils se frotteront à leurs camarades, leurs amis des autres pays, parce que la plupart du temps, certains découvrent la compétition seulement lors du haut niveau, notamment les championnats d'Afrique senior, etc. Si au niveau aussi régional, nous commençons ces regroupements, nous commençons à former nos entraîneurs, nos arbitres et tout, je crois que nous allons avoir des lendemains meilleurs. Merci à tous les judokas d'Afrique centrale. Je sens un dynamisme qui est en train de renaître en Afrique centrale avec l'avènement de nouveaux bureaux exécutifs, notamment au Congo, Brazzaville, au Gabon et en Guinée équatoriale, qui permet comme ça de donner une lueur d'espoir aux judokas africains. Et je tiens à vous préciser que pendant cette assise constituante, nous avons mis un bureau sur pied qui va se charger de gérer les affaires courantes en attendant que tout le bureau soit véritablement constitué. Et la personne qui était modestement portée à la présidence, c'est moi, M. Alain Christian Kingé-Dian, et le vice-président, c'est M. Atta, président de la Fédération congolaise de judo, ainsi que le président Bokoum Goma du Gabon, qui est rapporteur. Donc voilà. Et je dis à tous les judokas de se mettre résolument au travail et qui peuvent compter sur nous, tant sur notre expérience que sur notre entregent, afin comme ça de permettre au judo d'Afrique centrale d'aller de l'avant. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir faire honneur à notre sous-région. De Maître Alain Christian Kingé, on le rappelle, porte à la présidence de l'Association des fédérations de judo d'Afrique centrale. On a un expert en arts martiaux sur ce plateau, Maître Martial Biba. On a compris, mutualiser les forces afin d'aller challenger les Occidentaux, les Asiatiques. Bref, essayer d'obtenir les grandes performances dans cette discipline, d'après ce qu'on vient d'écouter. Ça, c'est un challenge important aussi, Maître. Oui, merci Lydie. Vous savez, Maître Alain Christian Kingé est l'incarnation de la pratique des arts martiaux camerounais en Afrique centrale. C'est-à-dire quand il s'exprime, vous constatez que quand vous partez regarder ce qu'on appelle l'éthique dans les arts martiaux, ça se reflète en lui, même tant sur le plan de l'expression. C'est-à-dire que quand il s'exprime, vous voyez en lui le judo
sur le plan organisationnel, le judo sur le plan de la pratique. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Oui. Parce que là, vous parlez, ceux qui nous regardent on voit chez Maître Alain Christian Kingué ce qu'on appelle l'innovation même du judo en Afrique. C'est ce qu'on voit en lui. Vous savez, quand on parle du judo, dernièrement, quand je parlais un peu de la citation de Maître Jigoro Kano qui a créé le judo, quand il a dit que le judoka ne combat pas son adversaire ni lui-même, il cherche à élever l'homme pour élever l'humanité. Avec Maître Alain Christian Kingué, il a élevé le judo camerounais. Maintenant, il est en train d'élever le judo sur le plan continental. Et vous voyez, il a parlé des judokas qui ont travaillé. Emmanuel a parlé des compétitions qui se sont passées pour le judo, étant à sa tête. Et si je me rappelle, en 2013, il y a une compétition en Afrique où le Sénégal a pris des trophées. En 2015, le Cameroun a pris. En 2017, la Côte d'Ivoire. En 2019, le Sénégal est revenu. Et en 2024, le Cameroun est monté sur le podium. Et tout ça, c'est sur l'organisation. Et je pense sur le charisme même de Maître Alain Kingué. Vous voyez, il y a des pratiquants que quand ils sont à la tête, même au niveau, sur le plan environnemental, mais sur le plan organisationnel, ça ne marche pas. Posez-vous la question, pourquoi quand Maître Alain Christian Kingué est là depuis, le judo ne fait que évoluer. Avant qu'il ne soit instauré comme le président de l'association des fédérations africaine de judo d'Afrique centrale, Maître Alain Christian Kingué a été nommé comme chef sportif de l'Union africaine de judo. Ça veut dire que c'est la persévérance et la stabilité qui font en retour un résultat positif pour le judo camerounais. Et on ne pourra pas me dire le contraire sur le plateau. La Fédération camerounaise de judo est l'une des fédérations les plus équilibrées sur le plan organisationnel, sur le plan même de marketing, sur le plan même de la communication d'autres fédérations en termes de succès. Quand on sait que le succès n'est que la poursuite d'un objectif louable, je pense que Maître Alain Christian Kingué est en train d'atteindre des objectifs très positifs. Puisque presque chaque année, on entend parler du judo. Moins de compétition de judo. Même quand il y a une compétition où les judokas camerounais n'ont pas exprimé une certaine performance à 100%, on sent toujours le judo camerounais. On voit Maître Alain Christian Kingué. Et pour terminer, il y a un Congolais, Maître Barthélemy Okilo, je pense, il est arrivé lors de l'ouverture de la saison du judo ici au Cameroun, après avoir regardé comment le judo est organisé, avec en tête le maître Alain Christian Kingué, en repartant, il a dit que le judo camerounais est la plaque tournante en Afrique centrale. On dirait qu'il avait prédit, et quand il est rentré, on voit les résultats positifs aujourd'hui pour maître Alain Christian Kingué. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire pour maître Alain Christian Kingué. Je pense bien. Donc, c'est tout à fait logique qu'il se retrouve à cette... Tout à fait logique. La preuve même, c'est quoi? C'est que actuellement au Cameroun, si vous faites ces statistiques, vous allez constater que de toutes les disciplines sportives qui se passent sur les plateaux, même ceux qui ne pratiquent pas le judo, même ceux qui n'avaient pas le temps du judo, sont au courant des informations du judo en termes de performance. J'en suis la preuve vivante. Aujourd'hui, on ne peut que dire merci. Donc, quand il s'exprime, j'ai envie de l'écouter profondément parce qu'il a le timing, il a même beaucoup de choses à faire. Parce que je ne serais pas surpris d'entendre qu'il a encore décroché beaucoup de choses. Parce que c'est très rare. C'est très rare de rencontrer un président d'une fédération, d'une discipline hyper respectée dans le monde entier, qu'en moins de quelques années, le judo camerounais est en train de prendre du podium et en quelques années, le président de cette structure est en train de prendre des innovations. Félicitations une fois de plus pour maître Alain Christian Kingué. Heureusement que le ministère des Sports n'est pas passé par là. Non, en tout cas, c'est pas... Heureusement. Timothée Bakongo, moi j'allais vous demander, vous qui avez un côté un peu plus diplomate, là, cette nouvelle casquette de maître Alain Kingué, c'est forcément une bonne nouvelle pour la diplomatie sportive. Absolument. Ouais. Absolument. Et j'ai été très ravi d'écouter maître Biba, maître Martial. Parce que maître Martial, il a fait une analyse réaliste, complète de la situation réelle du judo. Et ça, c'est agréable à écouter. Autant j'ai eu du plaisir à écouter maître Kingué. Autant j'ai eu du plaisir à l'écouter parce qu'il a repris ce truc-là. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a de la discipline dans cette réalité-là. Ça m'a plu, ça me plaît. Alors, on va passer à autre chose rapidement. Le basketball. Oui, vous avez autre chose? Non, il faut bien évoluer. Le basketball, ça y est, donc on connaît les 16 pays qualifiés pour
L'Afro-Basket, messieurs, 2025, le Cameroun fait évidemment partie de ce top 16. Après la dernière phase des qualifications disputées du 21 au 23 février dernier, respectivement à Antananarivo, Rabat et Tripoli, soit c'était 29 matchs au total. Alors le Cameroun était au Maroc et Emmanuel Mao, pour vous qui suivez de très près l'actualité du basket, on est qualifié pour cette compétition. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, enfin, on se qualifie généralement. Généralement, on se qualifie. L'Afro-Basket va se tenir en Angola. Alors, on en a, c'est une certitude déjà, je crois, au courant août, voyez-vous. On y sera en esprit pour accompagner les lions du basket, mais la problématique, elle est celle-ci. Est-ce que nos stars de la NBA seront là? Parce qu'une équipe de basket... Ah, l'éternelle problématique. Justement, mais en réalité, c'est le problème qui se pose. Parce qu'on a envie d'aller chercher la médaille. On a envie d'aller chercher cette médaille. Quand on sait qu'il y aura le Nigeria, etc., qui fait partie des favoris généralement, donc le Sénégal aussi, etc., on a envie que certains Camerounais y aillent. Mais celui-là qu'on regarde, honnêtement, il a dit la dernière fois, Pascal Siakam, qui est passé aux Indiana Pacers, justement, avec un salaire voilà, qui est crescendo, c'est pas le salaire des Raptors de Toronto. Il faut rappeler, hein, vraiment, j'aime à le dire, Pascal Siakam, 2019 ici, on était là à le féliciter, il a remporté une bague en diamant, mais Toronto, à un moment donné, ça s'est pas bien passé. Il va aux Indiana Pacers de l'ancien Reggie Miller, on en a souvenir justement, le grand 2,02 m qui tirait à 3 points, même étant dans son camp. Mais on espère que Pascal Siakam, ils seront qualifiés pour les playoffs. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Pascal Siakam y sera? Lydie Makeda, on espère, parce qu'il avait dit, peut-être c'est de la com, qu'il viendrait. Mais en dehors de lui, il y a Messi, justement, qui vient de rentrer en NBA. Il y a Koloko, tiens, justement, qui s'est soigné de sa maladie. C'est quasiment la même maladie, justement, dont souffre Wembiyama maintenant. C'est-à-dire que tu as un caillot de sang quelque part, et Koloko en a souffert quand il était aux Los Angeles Lakers. Donc on a 3-4 bons hommes, je ne parle pas de Joe Embiid, mais évidemment, Joe pourrait changer. Joe est blessé, etc., mais il pourrait changer de nationalité, mais ça serait difficile. Comme il a laissé entendre... voilà, qu'il pourrait, il va finir, justement, ce qu'il a remporté les Jeux avec la Team USA. Est-ce qu'il va revenir jouer? Mais figurez-vous que, mon cher diplomate de sport sur ce plateau, que nous ayons Pascal Siakam, que nous ayons Joe Embiid, que nous ayons Messi, que nous ayons Koloko, un 5 majeur du NBA, je pense qu'on pourra aller chercher ce tournoi-là, ce championnat d'Afrique, même si les assurances, évidemment, vont poser problème. Donc, c'est le sapidéré problème. Après, évidemment, certainement, on ira avec ceux qui nous ont qualifiés, mais je regarde la caméra et je m'adresse au président de la Fédération camerounaise de basketball, au ministre des Sports et même aux politiques entrés au lieu de convaincre Messi, voilà, de convaincre Koloko, dans une moindre mesure, la star des Indiana Pacers, Pascal Siakam, celui qui a remporté la bague de diamant en 2019 avec les Raptors de Toronto de Vince Carter. On espère qu'ils viendront pour justement que le basketball soit également félicité. On l'a fait pour le judo, on l'a fait, on espère le faire pour le basketball et pour les Lions indomptables du foot évidemment, courant janvier 2026, à l'issue de la CAN au Maroc. Alors, Martin Mapak, c'est un mot, peut-être un commentaire sur cette qualification du Cameroun pour l'Afro-Basket, FIBA Afro-Basket 2025. Pour vous aussi, l'inquiétude sera au niveau de faire venir nos joueurs de la NBA afin justement de pouvoir, pourquoi pas, aller titiller le titre. Ce sera moins une inquiétude qu'un souhait, parce qu'on l'a toujours souhaité. Il n'y a pas eu un moment où ils ont eu la possibilité de venir. Chaque fois, on veut qu'ils viennent, mais bon, pour des raisons évidentes, commerciales et économiques et contraintes liées au championnat auquel ils font partie, ils n'ont jamais pu venir. Mais le jour où ils viendront, ce sera une bonne chose. Mais entre-temps, ils n'étaient pas là quand le Cameroun s'est qualifié pour l'Afro-Basket. Donc, on peut, moi, je voudrais continuer. Sauf que le qualificatif, moi, je suis ça de près. Le qualificatif, en réalité, c'est pas un grand au-dessus. Mais quand on arrive en phase finale, quand même, Angola qui puisse... Je veux bien, mais le problème, moi, je veux pas qu'on y aille
en victime résignée parce que nos stars de la NBA n'auront pas pu faire le déplacement. Moi, c'est ça ma posture. S'ils viennent, c'est une très bonne chose. S'ils viennent, c'est une très bonne chose, mais au cas où ils ne parviennent pas à venir, il faudrait qu'on pompe nos lions indomptables de basket de toute l'énergie dont ils auront besoin pour pouvoir renverser, briser le signe indien. Oui, mais sauf que la question de Lydie, justement, je l'ai lu entre les lignes, après qu'elle m'ait interrogé, après elle vous interroge sur ça, parce que c'est comme pour dire que c'est ce sur quoi on doit s'atteler maintenant, voyez-vous, c'est-à-dire faire de la communication, faire du lobbyisme, etc., pour que certaines stars de NBA viennent. Parce qu'à Siakam, ça risque d'être compliqué, ça c'est une certitude, mais Messi peut venir, Koloko peut venir, ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Non, mais Messi, il vient de commencer, il peut venir. Ça fait déjà 10 ans que la question reste en suspens. Donc, moi, je dis, s'ils viennent, s'ils parviennent à venir, si on parvient à faire venir 1 ou 2 d'entre eux, c'est tout bénef. Mais il ne faut pas qu'on reste couché dessus. Il ne faut pas qu'on reste couché dessus, il faut qu'on avance. Hein, il faut qu'on avance avec nos moyens, avec ceux qui sont là. Moi c'est ça, c'est déjà... Et puis, il faut le savoir, hein, dans les précédentes éditions auxquelles ils ont pris part, ils n'ont pas fait piètre figure. Hein. Ils n'ont pas fait piètre figure, malgré l'absence des cadors de la NBA dont nous sommes en train de parler. Donc, moi, je dis, il faut rester réaliste. Parce que déjà, si depuis 10 ans que le débat est sur la table, le sujet est sur la table, si ils étaient venus et que, pour une raison ou pour une autre, ils n'étaient pas en mesure de venir pour cette édition spécifique, bon, on s'inquiéterait. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est souhaiter qu'ils viennent. On reste dans le souhait, si on comprend bien Martin. Voilà. On va peut-être rappeler la liste des 16 pays qualifiés pour cette compétition FIBA Afrobasket Messieurs 2025. L'Angola, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Égypte, la Guinée, la Libye, Madagascar, Mali, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sud-Soudan, Tunisie et Ouganda. Que du lourd, hein. Sud-Soudan, on se souvient à l'époque, Manu Tebol, justement, et dans les Sud-Soudanais, pendant la préparation des JO, honnêtement, ils ont fait des matchs extraordinaires. Donc, il y en a parmi eux qui jouent de l'autre côté, ils sont en NCAA, donc ils seraient sympas, ils seraient de bonne loi. Et on fera des émissions avant midi, si le terrain en a convenance. On mettra en exergue, justement, voilà, notre pouvoir diplomatique, entre guillemets, aidé en cela par les conseils du doyen, pour faire venir au moins Koloko et Messi. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Parce qu'on veut aller là-bas pour remporter le titre, justement. Mais quand vous avez les équipes comme l'Angola, comme le Nigeria, comme le Soudan du Sud, justement, qui le Sénégal aussi. Le Sénégal, Martin disait tout à l'heure, tu sais, tu as vu le Mali, hein, le Mali est parti de rien. Et à partir d'une génération d'enfants, ils ont grandi. Le Mali est devenu un des grands maintenant en basketball en Afrique. Hein. Moi, je les ai vus jouer contre le Sénégal, qui était déjà considéré comme un des ténors du basketball africain. J'étais surpris de voir le Mali à ce niveau-là, avec des joueurs évoluant au Mali ou quelque part en Europe. Hein. Mais personne n'en est NBA. C'est vrai que ce que tu dis pour le NBA, en fait, c'est une vieille histoire qui nous côtoie depuis presque une dizaine d'années. Oui, bon moment. Vous savez? Mais ce n'est pas les joueurs que je pense qui sont cause. Si nous voulons avoir des véritables résultats, c'est parce que nous sommes dans un encadrement qui est absolument mort, qui est injustifiable par certains de ses côtés. Vous savez pourquoi les Américains gagnent toujours au basket, en Team USA justement, au JO. Ils ont perdu quelques rares fois en Coupe du Monde de basket, parce que lors de la première Dream Team, justement, avant la première Dream Team en 92, Michael Jordan, etc., la Team USA n'y parvenait pas au JO, ils envoyaient les gamins. Mais là, ils sont rendus à l'évidence que quand vous êtes sur un parquet et que vous voyez Michael Jordan, Scottie Pippen, honnêtement, rien que leur présence vous fait perdre le match. Moi, j'ai assisté à la Coupe du Monde au Qatar et je comprends pourquoi Messi remporte. Je comprends pourquoi les grands joueurs comme les Cristiano Ronaldo, quand ils sont sur un terrain, c'est pas évident. D'ailleurs, je vais même très loin. Quand vous avez entré au Nana, justement, dans les buts, les attaquants réfléchissent par 5 fois. Donc, le pédigré fait que, justement, vous craignez. Et c'est ce qui se passe dans le judo. C'est pour cela que Maître Kinga, on en parlait. Excusez-moi de revenir là-dessus. On en parle parce que c'est lui qui... Les attaquants de Copenhague n'ont pas beaucoup réfléchi. Oui, Alors, mettre peut-être un commentaire sur cette compétition qui arrive. Oui, la compétition sera très serrée, très enlevée. Très serrée, très enlevée. Pourquoi ? Parce que
sont les habitués qui repartent en Angola. Et il y aura un challenge entre un pays organisateur, entre un tenant de titre et des pays qui sont en train de vouloir titiller les tenants du titre. Vous voyez, ici, quand je parle de succès, qui est la poursuite d'un objectif, la réussite, le succès, c'est pour les basketteurs, les lions du basket ici, et les autres. Il faut tout simplement, qu'est-ce qu'il faut? Emmanuel est en train de parler de l'arrivée des ténors. L'arrivée des ténors, c'est pour ajouter, qu'est-ce que peut dire, du jus, de l'expérience et maintenant de cet esprit de compétition au-dessus des autres. Il se pose la question, si les ténors ne viennent pas et que les autres nations fassent venir les ténors, est-ce qu'il n'y aura pas un déséquilibre sur le plan de la performance? Non. Mais on peut toujours retoucher une certaine organisation de telle manière. Moi, je vois de l'autre côté, les lions du basket qui ont fait qualifier, s'ils entendent qu'on parle constamment de ténors et qu'ils soient là, peut-être qu'ils vont se poser la question, mais attendez, on est en train de travailler pour faire qualifier, mais on ne fait que qu'appeler les ténors. Il faut une certaine organisation, même par le ministère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut, premièrement, du sacrifice au sein des lions de basket, que les gars doivent se sacrifier, doivent se surpasser, doivent apporter maintenant d'autres nouvelles méthodes d'entraînement pour pouvoir être au-dessus de ce qu'ils ont eu à faire lors des éliminatoires. Il faut une certaine discipline, parce qu'on sait que dans le sport en général, avec le basket en particulier, et la motivation vous fait commencer, mais seule la discipline vous fait avancer. Il faut de la confiance en soi. Il faut beaucoup de choses pour que les gars soient au-dessus des autres nations. Et moi, je qualifie beaucoup le Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le Cameroun a été qualifié. Les gars sont constamment performants. Oui. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est de voir, c'est-à-dire que, comme je parlais de la pyramide, on veut une ascension de performance pas possible. Ce qu'on a vu aux éliminatoires était tellement encourageant. Comme disait Maître King tout à l'heure. Comme Maître King. C'était encourageant lors des éliminatoires. Mais maintenant, c'est la compétition. Cette compétition, c'est quoi? On peut même faire venir des ténors pour venir encadrer, accompagner et préparer un certain relève en termes d'expérience. Parce que la compétition, c'est la compétition. Voilà. C'est autre chose. Et je dis bien ceci. Je pense, si c'est l'Angola qui a organisé à 3 reprises, si je me trompe, peut-être c'est la quatrième fois. Donc, c'est des pays qui vont se préparer correctement et bien pour se défendre, pour défendre un peu leur image. Il faut tout simplement une certaine réorganisation. Et moi, j'ai un problème que je mets en parenthèse, c'est le problème de la préparation sur le plan politique. On n'aimerait pas entendre l'épineux problème que les gars, lors des éliminatoires, étaient sur leurs jambes. Et puis, en compétition, il y a des problèmes de tel qui vont peut-être déséquilibrer. On connaît, quand je parle du handball où les gars n'ont pas voyagé à cause de telles choses, des primes, l'organisation des déplacements. Il faut réunir tout ça pour qu'on n'ait même pas un moindre problème, parce qu'on a vu des gars qui sont capables de pouvoir faire autre chose sur le plan un peu continental, pourquoi pas sur le plan mondial? Parce qu'il y a des gars qui ont un peu de... qui seront à côté, même pas des grandes nations. Oui. Je pense qu'on a vu pas seulement le Cameroun, le continent africain, mais donc nous irons là-bas pour titiller les autres nations, les nations qui ont des même si on n'a pas nos cadors de la NBA. Même si on n'a pas nos cadors. Et c'est pour cela que j'étais en train de parler. Le plan B, c'est quoi? C'est qu'on travaille avec ceux qui ont qualifié pour essayer de rehausser l'image. Et si les cadors arrivent, vous pouvez imaginer, Lydie, si vous travaillez correctement et bien sur le plan de la compétition, si les cadors arrivent, je pense que je ne peux pas dire à 100%, mais c'est déjà gagné. Oui, mais les gars sont hyper prêts, performants, et quand il y a la présence de ces cadors, mais c'est autre chose. Commencer l'un des meilleurs défenseurs de la NBA, maintenant, honnêtement, si vous avez Pascal Siakam, il est allé bouleverser les PCs d'Indiana. D'ailleurs, les PCs d'Indiana, on en a parlé quand il y avait Reggie Miller. Mais Pascal Siakam s'amène comme une lumière de Toronto, il fait briller. Non, honnêtement, on l'a vu récemment à Paris. Est-ce que la NBA s'est déportée à Paris, justement. Non, on les aura. On va faire du lobbying pour ça. Je me porte garant pour qu'ils s'amènent au moins 2 ou 3. Et c'est ça, lorsque je parlais de programme technique, c'est quoi? Vous voyez dans le basket, on a vu lors des Jeux Olympiques, pourquoi le nom est parti, l'Américain, qui a donné de la victoire aux États-Unis rien qu'avec les 3 points. Donc, il faut spécialiser les basketteurs camerounais, ceux qui sont capables de revenir, ceux qui sont des spécialistes des 3 points, ceux qui sont capables de développer une certaine cohésion. Et c'est de ça qu'il était en train de parler, parce que les spécialistes sont c'est ceux-là, les cadres qui venaient de citer. Il faut juste apporter de la nouvelle dynamique à ceux qui sont, je peux dire, qui ont la relève, qui ont qualifié le Lion en Angola,
plus maintenant de l'expérience, de la conviction de ceux qui sont capables. On a vu ça dans le football avec les icônes. Quand ils étaient au stade, seules les défenses étaient en train de changer même leur système défensif parce que les gars n'en revenaient pas. Quand vous aviez des avant-centres terribles, vous faites une défense en ligne, mais rien que leur présence, vous gâtez votre défense en ligne simplement, alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à s'engager. Donc leur présence a une certaine aura. Leur présence a un certain impact pour la victoire des Lions du basket. C'est le cas de Lydie quand on parle de la Nuit du Sport. On aura l'occasion évidemment cette lumière-là, justement, de reparler. On prend des exemples lointains, mais on est en télévision. Moi, je suis un homme de médias, la Nuit du Sport. Ça ne fait pas partie du menu. Ça fait partie, il fait la balance pour essayer de bien comprendre. Ça mène honnêtement... Il n'y a rien à dire. Le pédigré, le physique, etc. La façon dont elle modèle et la qualité des intervenants font de cette émission l'une des émissions les plus regardées. La preuve, elle en a été nominée. Elle a reçu le prix. On ne l'a même pas salué. Peut-être qu'on le fera en fin d'émission. Donc, c'est un exemple qui tient la route. Voilà, vivement que ça se déporte Merci au bien. basketball également. Merci bien, Emmanuel Maop. On va donc entamer la deuxième et dernière partie de cette émission consacrée au débat. On va parler de l'affaire Victoria United contre le joueur Eric Ndjomeni. On parlera de la Fédération camerounaise de football, dont certains membres du COMEX, du comité exécutif, se sont rendus récemment au ministère des Sports pour rencontrer le ministre et pour évoquer notamment la situation du sélectionneur Marc Brice. On parle de tout ça dans la seconde partie de cette émission. Mais avant, on plante le décor avec ce reportage d'Oni Ladonnette sur ce qui s'est passé hier concernant le joueur, le gardien de but de cette équipe, Eric Ndjomeni. Reportage. Legal representatives for goalkeeper Eric Parfait Ndjomeni have filed a complaint against Valentin Quen, alleging arrest, detention and torture of the 19-year-old goalkeeper. The situation first gained attention on Facebook, with several posts claiming that the 2024 league winner with Victoria United was detained by the club president for days due to alleged match fixing. One post stated that the player was taken to the gendarmerie for investigations that yielded no fruit, prompting the president to take matters into his own hands. A video circulated showing a woman believed to be Ndjomeni's mother crying as she tried to see her son, only to be chased off the club's premises. You don't enter here again. Now you bad to call me. You don't enter here again. Shout. Hey, stay outside. Take the gate. Put it outside the gate. I beg. Put him outside. I beg. In response, the club released a statement expressing shock and concern over what they deemed unfounded social media claims, asserting that Ndjomeni was safe with the team. A video was posted to support these claims. Bonjour, c'est Ndjomeni. On s'entraîne normalement, il n'y a pas de problème. Tout ce qui s'est dit sur les réseaux n'était pas vrai. Et j'ai eu à recevoir ma mère hier. Donc tout le monde peut venir me voir, je ne suis pas séquestré. Je vis ici. However, Ndjomeni's mother remains adamant that her son is not well, claiming to have seen marks on his back. Je me suis retrouvé directement nez à nez avec mon fils dans la salle. Il était comme ça, assis tout triste, avec quelqu'un qui était en face de lui, qui le gardait comme pour lui empêcher de sortir. J'ai dit, mon fils, lève-toi. Il se lève, il se baisse. J'ai dit, baisse-toi. Il se baisse. Je contrôle bien son derrière. En contrôlant, je vois les traces du courant sur sa fesse. Quand j'ai voulu filmer, les dirigeants sont sortis de tout partout dans la salle, en grondant les vigiles. Vous l'avez laissé entrer, pourquoi? Another video has surfaced in which Ndjomeni complains to a family member about his detention. Et qui t'a tapé? Qui t'ont tapé? The club has not reacted to the filed case, but has shown Ndjomeni leaving for Douala. Initially, he packed his bags, but received instructions over the phone to leave the players' quarters without them. Voilà un peu pour résumer cette journée d'hier, une journée assez mouvementée et c'est aller un peu dans tous les sens à un moment donné. Alors, est-ce que Timothée Makongo, vous qui êtes un ancien footballeur, est-ce que vous avez eu le temps, l'occasion de regarder un peu ce qui s'est passé, comment ce joueur s'est retrouvé dans des conditions assez difficiles? On a écouté la maman tout à l'heure, les avocats aussi qui ont décidé de porter
plainte. Le club qui a réagi dans un communiqué en refutant toutes les allégations qui avaient été avancées. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation hier? La situation est difficile parce que ils ont amené le joueur lui-même à dire qu'il n'y avait rien de spécial. Et ça, c'est très, très embêtant, parce que quand le joueur lui-même le dit. Mais la situation qu'il fait, c'est des pratiques qui ont toujours existé dans le club du Cameroun. C'est des pratiques, pas de menaces, pas des pratiques de mise à mort ou de mise à tuer les jeux, mais c'est une façon de donner certaines disciplines, de manière malvenue, malheureusement, à certains joueurs. Mais je pense qu'il y a quand même... la discipline, dans quel sens Non, je pense qu'il y a un petit excès quelque part, parce que je crois quand même pas que les membres, tout le staff du United, du Victoria United, veulent mal faire du mal à leurs joueurs. Ces gars, c'est des produits qui doivent être rentables sur le terrain. Et pour ça, ils ont peut-être une politique. Peut-être qu'ils ont une mauvaise politique de nutrition, une mauvaise politique d'entraînement, peut-être une mauvaise politique même d'entraînement, et ils ne veulent pas l'exposer au monde. Parce que souvent, on se demande pourquoi certains présidents cachent un certain nombre de choses qui, en réalité, n'ont aucune raison d'être cachées. Mais ce qui est compliqué dans cette histoire-là, c'est quand j'entends cet enfant, il ne s'est pas révolté. C'est la mère qui est révoltée, l'enfant n'est pas révolté, au contraire, il est même participant en train de dire non, on ne lui a rien fait, tout se passe bien, regardez. Il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire autre chose, oui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, ou alors aller voir sa mère par derrière, lui dire, voyez, mais il y a les participants à cette réalité. Est-ce que c'est peut-être avant que Emmanuel n'intervienne, Maître Biba, est-ce que c'est peut-être le contexte qui amène ce jeune joueur à se dédier, si on veut? C'est nous qui disons se dédier, mais on ne sait pas. Vous voyez, Lydie, dès que j'ai pris les premières interventions, j'étais un peu relax. Maintenant, j'ai les bras croisés. Pourquoi? Parce que c'est un sportif qui est sur le plateau. Quand j'écoute un certain nombre de choses, nous connaissons ce que c'est que la politique. Si l'enfant dit non, il n'y a rien, et que la maman est en train de se plaindre. Et vous savez, dans le sport, il y a ce qu'on appelle la sécurité sportive. C'est-à-dire que la sécurité sportive qui englobe la sécurité physique, la sécurité psychologique, la sécurité socio-émotionnelle, la sécurité environnementale. Ce joueur n'est pas le seul qui a été torturé, comme le dit, maltraité. Et par rapport à ce problème, si je ne me trompe, j'ai cru entendre que le gouverneur de la région du Sud-Ouest a demandé qu'on ouvre une enquête par rapport à plusieurs joueurs qui ont été séquestrés en dehors de celui-ci. Donc il faut qu'on fasse très attention et que la justice essaie de redonner de la valeur au football, aux acteurs de football, pour que ces cas similaires n'arrivent pas. Si ça devient embêtant, c'est pas seulement le microcosme qui est touché, mais même le macrocosme sera touché. Donc il faut pas que l'image de football à travers une équipe qui n'arrive pas à maîtriser le management dans une organisation interne pourrisse peut-être la discipline en général pour les autres clubs de football. Qu'on essaie vraiment d'ouvrir une enquête et que de lourdes sanctions doivent tomber correctement et bien. La FIFA, moi je n'ai pas les articles de la FIFA dans la tête, je ne sais pas si l'article 74, 291 ou bien 277/3, un président doit respecter son rôle de président, doit respecter l'entraîneur. Une fois qu'on prend un exemple, par exemple, le Victoria United contre Fauve Azur et qu'un président est en train de menacer des joueurs d'abord verbalement, menacer l'entraîneur verbalement, et il arrive maintenant que ce soit peut-être des séquelles sur des acteurs de football, en ayant entre parenthèses comme accusation le joueur qui pourrisse l'équipe avec des défaites sur le plan financier, qu'on ouvre une enquête sur tous les plans et que les sanctions soient posées. Parce que ici, je suis en train de voir une certaine comédie que le doyen m'excuse, le joueur, vous avez dit que le joueur ne se plaint pas. Mais quand la maman vient se plaindre, je pense que la maman n'est pas restée dans les 4 murs de la maison et venir déclarer un truc qui n'existe pas. Mais sur le plan managérial et politique, c'est normal qu'on regroupe les joueurs et qu'on leur dise
revenez vraiment à de bons sentiments. Ce qui est arrivé, on va reprendre. Et pour essayer de faire honte à tous ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans notre maison, alignons les victoires, faisons ceci, réorganisons-nous et ceci, cela. Donc, les joueurs, c'est normal qu'ils disent non, revenez me voir, j'ai retrouvé et tout. Mais nous sommes déjà informés. Pourquoi? Parce que s'il n'y a rien dans la maison, on ne sait pas pourquoi le joueur s'est d'abord retrouvé auprès de sa maman, et tout, avant de repartir, si vraiment il est reparti. Alors, il y a une réalité Emmanuel, qu'il faut prendre en considération. Oui, rapidement. C'est que déjà au niveau de la rémunération des joueurs, beaucoup de clubs n'arrivent pas à rémunérer les joueurs. Certains parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de moyens. D'autres prennent des engagements, même au niveau des simples contrats. Mais la complicité dans cette histoire, la complicité revient au joueur parce que le joueur a le droit en tant qu'individu de dire je pars, je ne reste pas. Et la maman ne peut pas comprendre les pratiques qu'il y a derrière. Le gars veut jouer. Tout à fait. Il veut s'exprimer pour être quelqu'un, il veut être un Roger Mila ou un Eto'o plus tard. Il dit, je préfère supporter les censures. En réalité, il y a beaucoup de choses sales dans le football. Vous savez, moi, le jour où il y a eu un procès au Brésil contre les équipes féminines, parce que presque dans le monde entier, toutes les équipes féminines ont des greens. C'est un phénomène extraordinaire. Comment ça se fait que toutes les équipes féminines de la planète Terre aient des greens? Il y a eu un procès au Brésil dans un championnat féminin et on voulait accuser tous les staffs organisateurs de ce championnat. On a dit non, c'est les femmes qui sont venues avec leur histoire et qui sont entrées dedans et ils ont fait des démonstrations extraordinaires. Donc quand vous voyez l'équipe comme ça, United, regardez, d'une manière générale, nous sommes dans une réalité d'aliénation au Cameroun. Tout est aliénation. Tout à l'heure tu as parlé des sanctions. Oui. Les sanctions ne sont pas prises depuis le haut. Voilà. C'est-à-dire depuis le ministère des Sports, depuis même la présidence de la République, aucune sanction n'est prise. Et vous voulez demander aux gens qui... Parce que, logiquement, ce genre de pratiques ne devraient même pas exister dans des équipes de ce niveau. Ça ne devrait pas exister, c'est-à-dire qu'ils devraient avoir des contrôleurs. Nous avons une direction technique nationale. Nous avons des directeurs régionaux. Nous avons des directeurs même communaux. Je ne comprends pas qu'une équipe existe et qu'il y ait des pratiques qui sont inadmissibles. Et vous voyez la réaction du chef de terre. Une enquête va être ouverte. Et c'est même ridicule, une enquête qui va être ouverte. Ça doit être quelque chose d'immédiat. Des choses immédiatement faites qu'on constate, des constats qu'on fait immédiatement. Pourquoi la mer gueule? Une garde à vue suffit pour qu'on dise ok, on va tirer cette affaire au clair. Mais une enquête va être ouverte, ça veut dire que ça va tomber encore dans les oubliettes de la corruption financière. C'est tout. Alors, Emmanuel, on a quand même, sur cette affaire, on a vu comment Victoria United était d'abord sorti hier en communiqué en disant que le club a découvert des informations troublantes circulant sur les réseaux sociaux concernant la torture de son gardien de but, Eric Parfait Tchouméni Fokam, dans le cadre des matchs truqués. Nous nions catégoriquement ces allégations dans leur intégralité. Ça, c'était une première réponse de Victoria United. Et plus tard, le club est revenu montrer une image du joueur en train de faire ses bagages. Il dit voilà, il a reçu des instructions par téléphone. Il doit quitter le camp des joueurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette histoire? Avant que de répondre à cette question, permettez-moi de vous rappeler un certain nombre de choses, dont la toute première est celle-ci. Aucune loi de la République, aucune loi du foot, aucun règlement de la FIFA, aucun règlement de la CAF, encore moins ceux du CIO et de la FECAFOOT, ne condamne un athlète dont les performances sont en dessous des attentes de son club employeur, de son équipe nationale ou son association. Quand j'ai dit ça, c'est-à-dire, ça veut dire que le président de Victoria ne peut pas s'imaginer et que les piètres performances, entre guillemets, de son gardien de but lui vaillent des reprimandes, des représailles. Voyez-vous, ça veut dire que j'exclus même, j'allais dire, l'éventualité d'avoir joué au paris sportif. Dans un premier temps, on appelle le président de Victoria United, donc son gardien ne s'est pas bien comporté, par conséquent, il se doit de le réprimander, de le punir, de le séquestrer, de le kidnapper. Ça, c'est la première des choses. Donc, si un joueur porte plainte à son président, à son club employeur, pour cette raison, le club employeur, ce qui est la personne morale, c'est vrai, par le président, aura des soucis. Donc, il fallait bien déjà que je mette ça sur la table pour que l'on comprenne. Voyez-vous. Maintenant, je reviens à répondre à votre question. C'est simplement compréhensible parce que Victoria United a voulu faire de la communication. Ils se sont dit, on répond,
on essaie de, comme on est, évidemment, ils savent que c'est vrai, mais ils se disent, il faudrait que nous sortions un communiqué en espérant que le communiqué là permettrait que l'affaire se taise. J'ai envie de vous rappeler une chose, je crois, Ahmed Bibala dit d'ailleurs, je ne me réjouirai jamais assez que vous l'ayez fait venir, parce qu'il dit des choses sympas. On en est, lui et moi, à avoir des idées gémellaires, voyez-vous, parce qu'il est assez up-to-date, il dit des choses certaines et très, très, très... On vous écoute, Emma, on vous écoute. Le président de Victoria United, il est acté et scellé qu'il ne se comporte pas bien. Il a un comportement, excusez-moi de voyou, vraiment je mets les guillemets. Un président de foot qui déjà s'assoit au banc de touche, ça n'est pas permis, vraiment sous le contrôle du doyen. Il a été en sélection nationale, il a joué au football de très haut niveau. Même à leur époque, c'est vrai qu'on va me dire, Bernard Tapie l'a fait, paix à son âme, mais peut-être c'était leur époque. Mais maintenant, les habilitateurs, du moins ceux qui ont la charge administrative restent en tribune, et ceux qui ont la charge technique, voilà, ils s'asseyent au banc de touche. Suivez mon regard, d'ailleurs, il y en a même qui a une charge technique qui n'arrive jamais à s'asseoir au banc de touche. C'est le Molunga, l'assistant de Marc Brix. Mais là, c'est un autre problème. Donc j'étais en train de vouloir vous dire ceci. Le président de Victoria, à chaque fois, il est au banc de touche. À chaque fois, c'est lui qui se lève, c'est lui qui fait l'entraîneur, c'est lui. Moi, j'ai assisté à plusieurs de ces matchs à distance. Je me suis posé la question de savoir pourquoi ces entraîneurs y vont. Pourquoi il a des entraîneurs? Parce que si moi, je suis un entraîneur et que le président veut faire mon boulot, mais je le laisse faire mon boulot. Mais à chaque fois, ils sont là, c'est le président. D'ailleurs, il s'est vanté à chaque fois, même pendant que Victoria a remporté les playoffs. Hop, on en a souvenance il y a quelques mois. Il a dit, c'est lui, c'est sa tactique, etc. C'est lui qui a... Donc l'entraîneur ne sert à rien. Première des choses. Deuxième chose, il se pond en communiqué vraiment qui sont nauséabonds. Il dit qu'il n'a pas vu d'entraîneur au Cameroun. Il n'en a pas vu. Mais le collectif des entraîneurs, heureusement ou malheureusement, ça dépend de là où on se trouve, pense que c'est à Marc Brix qu'il faut s'attaquer. Alors qu'il y a un président de club qui leur dit, moi je ne vois pas d'entraîneur au Cameroun. J'ai souvenance qu'il en est, qu'il soit allé chercher des entraîneurs dans un pays voisin. C'est la deuxième des choses. Parce que dire ça des entraîneurs qui au demeurant sont censés être bien formés par la DTN, c'est une insulte justement aux entraîneurs. Il a dit personne. Pendant un match, il rentre au terrain, voilà, il prend un ballon, il sort, il s'amène, il sort avec le ballon, le match ne se joue plus. Il n'est pas réprimandé, voyez-vous. À chaque fois, il est rétribué, justement, en parlant de ce genre de ce qui s'est passé. Les lampes commencent à se délier. Et nous, on le savait. Le président de Victoria, il lui arrivait plusieurs fois de taper ses joueurs. C'est-à-dire, il se sert d'un fouet, il les tape. Ça, c'est ce que vous dites. On le sait. Je ne peux pas prouver. Il y a savoir et prouver quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait qu'on soit très prudent. Dans ce cadre-là, il ne faudrait pas faire c'est pas une discussion. Je voudrais simplement faire comprendre que nous sommes un pays organisé. Oui, c'est une parenthèse, parce que la parole est... Quand un entraîneur, déjà on voit le président s'asseoir sur le banc de touche, ça veut dire que le commissaire de match qui a été désigné ne sert à rien. Et ça veut dire que la fédération qui a désigné ce commissaire ne vaut rien. Ça veut dire que, parce que c'est inadmissible qu'il y ait des règles. Donc le commissaire doit venir et puis demander l'arbitre, ça commence par l'arbitre. Ça commence par l'arbitre. Si l'arbitre ne peut pas lui dire sortez de mon stade, et que le commissaire de match ne peut pas lui sortir de ce stade, et qu'il dit je reste, ça veut dire que toute ta machine organisationnelle du football camerounais est en panne. D'accord. Tout simplement, on ne peut pas reprocher à une seule personne en disant que le président est fou. Si le président est fou, c'est que ceux qui commandent le président sont plus fous que lui. Bon, c'est pour la parenthèse. C'était pour cette précision, ça c'est important de réjouir de cet intermède, de cette parenthèse justement qui a sa place. C'est la raison pour laquelle vous avez insisté pour prendre la parole. Vous avez bien prise d'ailleurs. Autres, peut-être qu'ils vont vous répondre en disant qu'il a un diplôme d'entraîneur. Peut-être qu'ils vont vous répondre. Et quand ils vont vous répondre comme ça, vous n'aurez plus rien à dire. Non, autre chose pour finir là-dessus, c'est un président de club en toute honnêteté qui a posé des actes pas sympathiques, vraiment pour faire simple. Il a posé des actes. Il ne vous a pas véritablement surpris. Est-ce que ça me surprend? Ça ne me surprend pas. Et puis, j'étais en train de convoquer la loi karmique tout à l'heure. Je continue de vous dire, la chance qu'un être humain a sur cette terre pendant qu'il est en vie, c'est d'être en phase avec la nature et par ricochet avec la loi karmique. Repoussez-la comme vous voulez, elle va vous revenir comme un boomerang. Moi, je le dis à chaque fois. Ceux-là maintenant qui pensent qu'ils sont en train de... Enfin, déjà lui, puisque c'est de lui qu'on parle. On a écouté un voice ici qui a fait le tour du monde, voyez-vous, avec le président actuel de la Fédération camerounaise de football,
bon, ça n'a rien fait. Mais ils se disent des choses, justement, comme pour montrer l'étroitesse de l'amitié, ce qui n'est somme toute pas condamnable. Mais quand ça rentre, justement, à avoir un impact sur l'organisation des matchs, ça pose problème quand même. Et avec cette équipe-là, on s'est rendu compte que sur 13 matchs, c'est un même quatuor d'arbitre qui a dirigé ces matchs. Et à chaque fois, il avait des pénaltys. Ça peut arriver, évidemment, le pénalty fait partie des lois du foot. Mais on laisse tomber à chaque fois. Ils se sont crus trop beaux, ils se sont crus trop forts, mais ils oubliaient justement qu'il y a une entité qui est au-dessus de tout le monde. C'est la loi karmique. Donc moi, je me réjouis. Et quand la mère explique ce qui s'est passé, si elle s'était présentée au portail, certainement, on ne lui aurait pas permis d'entrer, mais le Saint-Esprit l'a inspirée. Elle est rentrée, elle a fait diversion, elle est rentrée, et puis elle s'est rendue compte de ce qui se passe, voyez-vous. Et ça, c'est les plaintes sont portés à des juridictions locales, voyez-vous, les politiques s'y sont mêlés, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure. Ça pourrait arriver à un moment donné. Mais ce genre de monsieur, ce genre d'homme, pour tout ce qu'il a commis en mal, il va payer. J'en suis certain. Je suis convaincu qu'il va payer. Pourquoi? Parce que le SINAFOR se saisit de ce problème. Le SINAFOR ne peut pas reculer. Sa famille s'est saisie du problème par l'entremise de leur conseil, etc., etc. Nous-mêmes, les hommes de médias, d'ailleurs, on était les premiers à poster. Moi, j'ai fait les posts ce jour-là. Il était 1h du matin parce que je ne pouvais pas m'imaginer qu'un homme de médias ne puisse pas faire son travail en bonne et due forme. Donc il va payer, il est acté et scellé qu'il a violenté cet enfant et pour le rétropédalage, honnêtement, ben, je comprendrais volontiers. Si je me mets dans la psychologie de l'enfant, il se dit, ben, ok, il faut faire une vidéo pour essayer de masquer. Mais trop tard, le Seigneur Jésus-Christ était déjà intervenu. Et j'ai envie de dire une chose. Moi, je suis déçu justement de tout ce qui intervient dans cette vidéo, notamment l'ancien entraîneur de avion d'une CAM. Mais normalement, vraiment, je regarde la caméra. Je regarde la caméra. Comment vous pouvez... que ce n'est pas d'actualité parce que c'est encore à votre âge, grave. À votre âge, vous avez entraîné avion d'une CAM. À votre âge, comment pouvez-vous mentir à Mondovision? Comment pouvez-vous être plus bas que terre? Vous devez... Mais moi, je pense que les juridictions doivent non seulement poursuivre le président et tous ceux qui sont intervenus, tous ceux qui sont intervenus pour vouloir blanchir leur président. Et vous devez, et si la loi prévoit qu'il y ait des années de condamnation, ben voilà, vous allez les faire pareillement. On doit attendre que la justice puisse justement clarifier un certain nombre de choses. Martin Mapak, toujours dans la réaction, dans le communiqué de Victoria United, le club affirme qu'on veut nuire à la réputation du club. Ben écoutez, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On est dans la communication. Mais je dis, contrairement à ce que nous tous disons ici, il faut rester très circonspect dans l'analyse de tous ces faits-là. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas encore de preuves. On a des faisceaux d'indices qui peuvent être concordants. Mais vous pensez qu'une banque comme ça... Non, écoutez, je dis encore... Il faut être circonspect. Il faut être circonspect. Je ne cautionne en rien ce qui pourrait s'être passé. Je le dis au conditionnel. Vous restez prudent. Je reste très prudent. Je ne cautionne en rien ce qui pourrait s'être passé. Je dis, je dois... L'enfant a fait une vidéo avec quelqu'un qui lui a dit qu'il était séquestré. Emmanuel, il a fait notre vidéo. Moi, je dis au regard des faits. Parce qu'en réalité... puisqu'il a dit à sa mère lui dit baisse ta culotte. Emmanuel, on n'était pas là quand il baissait la culotte. On n'a pas vu la vidéo où il baissait la culotte. Donc je dis ceci, je dis encore ceci, c'est que nous devons rester très circonspects. Et quand moi j'ai eu vent de ce qui s'est passé, humainement, j'ai été extrêmement choqué. Ce qui se serait passé. Extrêmement. Il faut le dire au conditionnel. Si vous dites de ce qui se serait passé. Donc en français, oui, mais quand on m'a rapporté ce qui devrait être, ce qui se serait passé, j'étais humainement très choqué.
humainement, j'étais très choqué parce que c'est inadmissible. Il faut déjà qu'on pose les bases. C'est inadmissible, c'est-à-dire que ça ne se conçoit ni d'Ève ni d'Adam. Il faut le savoir. Maintenant, quand on prend après cela, quand on a des éléments un peu plus concrets pour asseoir notre jugement, hein, on est un peu mi-figue, mi-raisin. Parce que, justement, non, on n'est pas, ce plateau, parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, moi tout à l'heure, au début, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que ce qui m'a gêné, c'est le témoignage de l'enfant. Parce que moi, supposons que je n'ai jamais entendu parler de cette histoire, je viens, on me présente des éléments tels qu'ils sont là. Et c'est pour ça qu'ils demandent de rester circonspect. Parce qu'en fait, c'est ça la vérité. C'est-à-dire que, humainement, il y a une révolte qui se réveille à nous, qui s'élève à nous, mais logiquement, dans la réalité des choses, face aux faits qui nous sont présentés. Toi, tu as fait des investigations pendant longtemps. Vous l'avez arraché la parole. Non, mais toi, tu ne fais que l'arracher, Emmanuel. Toi, tu passes le temps. Toi, tu passes le temps à l'arracher. Tu passes le temps à l'arracher. On va parler de l'Afrique. Non, je lui donne la parole. Regardez la chronologie des faits. Voyez-vous. Le petit envoie une vidéo à quelqu'un, il lui dit qu'il est séquestré, etc. Sa mère vient, le lendemain, Victor Dapong a un communiqué. Voyez-vous, pour apporter le démenti total. Et après le communiqué, la prochaine fois, c'était une vidéo d'ensemble avec l'entraîneur, justement l'ex-entraîneur de Avion. Entre-temps, les avocats, les conseils ont porté plainte. Normalement, et c'est là où je vous arrête de suite, parce que vous êtes un frère, vous êtes mon frère. Je vous arrête pourquoi? À partir du moment où les avocats ont fait la plainte, je suis sûr et certain que s'il n'y avait pas eu cet incident-là, Victoria aurait sorti un autre communiqué. Peut-être le président, même cette fois-ci, serait monté au chrono pour dire tout ce que les avocats disent est archi faux. Non, à partir du moment où... À partir du moment les langues se délient, les joueurs sont en train de dire qu'on leur a imposé cette vidéo. À partir du moment où la procédure est lancée, à partir du moment où la procédure est lancée, tout communiqué ne sert à rien, ne sert plus à rien. Tout communiqué ne sert plus à rien. J'étais disant que, au départ, quand on a eu vent de ce qui se serait passé, nous étions tous interloqués et choqués. Mais, au regard des éléments, parce que nous n'étions pas limbés, nous nous contentons des bribes d'informations, que nous recevons. Au regard de celle-ci, je n'ai pas, à mon niveau, des éléments probants. Je n'ai pas d'éléments probants qui me permettent d'affirmer ci ou ça. Mais je reste droit sur les principes. Je dis que ces actes-là, s'ils ont été commis, ils méritent la plus sévère des sanctions. Et puis je rappelle que nous sommes ici en matière pénale. Le droit pénal, le code pénal du Cameroun, en ses articles 277 et 291, condamne et réprime respectivement la torture et la séquestration. La séquestration, la mise en cause à de lourdes sanctions. C'est 10 ans. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'action pénale est déjà engagée du fait de la procédure lancée par les avocats de la victime, de la supposée victime. Voilà. Heureusement, tu le dis toi-même. Donc, on attend parce que c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse qui peut valoir près de 10 ans
aux coupables. Si vous incluez le kidnapping, c'est Donc, davantage. Hein? Donc non, on ne cumule pas les peines. On ne cumule pas les peines en droit pénal. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas se mettre à en parler de manière légère. Ouais. On ne peut pas se mettre à condamner sur un plateau. Ouais. Je dis que pour le moment encore, on parle de faisceau d'indices concordants. Il n'y a pas encore de preuves. Maintenant, l'action est menée. Une enquête, une information judiciaire va être ouverte. À l'issue de cette information judiciaire, on comprendra, on saura plus clair. Et puis, je dis que moi, cette façon de lier l'incident qu'aurait créé M. Nkouen avec toute une fédération, c'est quelque chose d'assez malsain. C'est quelque chose d'assez malsain. C'est un raccourci. C'est un raccourci. Et il faudrait qu'on fasse extrêmement attention. Parce que les actes de M. Nkouen sont des actes d'un individu. C'est pour ça que Timothée Makongo parlait qu'il faudrait justement, ceux qui sont chargés de mettre de l'ordre. Justement, je dis que l'action pénale, le ministère public s'étant déjà saisi de l'affaire, tout le monde ne fera que prendre acte des conclusions du ministère public. Personne ne peut se prononcer à l'heure où nous parlons, du moment où le ministère public s'est déjà saisi de l'affaire. J'aime bien un amphithéâtre ici, à Yaoundé 1 ou 2. Je me réjouis. Je ne savais pas que vous avez des notions de droit. Ça, c'est sympa. Vraiment, ça, j'apprécie. Mais quand vous parlez de relations, quand vous parlez de liens, peut-être pas directement avec cette affaire, j'ai envie de vous dire ceci. Et quand un président de club, le doyen l'a dit, l'ancien international, quand un président de club s'assoit au banc de touche, je pense qu'il y a un lien avec la fédération par le truchement du comité provisoire qui organise les championnats. Sauf si on nous demande qu'il a, je l'ai dit précédemment, qu'il a ses diplômes d'entraîneur. Première des choses, quand sur un terrain de football, justement, le même président rentre sur l'aire de jeu, justement, s'accapare du ballon, il rentre sur l'aire de jeu. D'ailleurs, il n'est pas pendant un match, il n'est pas habilité. C'est pas un procès contre le président il prend un ballon. Je pense que la fédération devait on s'intéresse à ce qui s'est passé en début de troisième des choses, quand ce même président dit des mots pas sympathiques aux arbitres, justement, juste à la fin du match ou bien pendant le match, ça a un lien avec la fédération. Donc vous ne pouvez pas... Monsieur Mahop, nous parlons ici là, nous parlons ici là des faits qui sont en lien avec des infractions prévues et réprimées par le code pénal. Maintenant, ça n'a absolument rien à voir avec le football. Absolument rien à voir. L'acte qui est supposé avoir été posé, s'il est avéré, il n'a rien à voir avec le football. Il sera sanctionné par les juridictions de droit commun. On n'ira pas à la chambre de conciliation et d'arbitrage. Ce n'est pas un litige sportif. C'est pas un litige sportif. Même si ça concerne les acteurs de foot. Même si ça concerne les acteurs de foot. Je suis d'accord avec vous. Même si ça concerne... Je me serais attendu. Même si ça concerne les acteurs de foot. C'est pour cela que je suis de ceux qui pensent. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait qu'on laisse l'information judiciaire aller à son terme. Jusque-là, je suis d'accord. Il faut qu'on laisse l'information judiciaire aller à son terme. Je me serais attendu quand même. Je me serais attendu un temps soit peu que la Fédération camerounaise de football, justement, qui est l'instance fêtière de notre football national, voilà. La fédération devrait réagir. Évidemment, ça c'est une évidence. Ça c'est une question que... Moi je peux dire, la fédération est interpellée quand même. Excusez-moi de donner comme réponse oui et non. Oui, quand je dis oui et non, dans quel sens? Oui, dans le sens où ça concerne un peu l'organisation du football à partir du moment où on interpelle les arbitres, on interpelle les entraîneurs négativement, on dit n'importe quoi. Et quand je dis oui, c'est que la fédération qui organise, par exemple,
un match de football Victoria contre Fauve-Azur et qu'un président arrête un match de la fédération, je peux dire oui. Maintenant, quand je dis non, non dans quel sens? Non dans le sens où c'est un problème interne qui n'est pas monté ni occasionné par la fédération. C'est-à-dire, dans ce sens-là, maintenant, il développe, il faut revoir maintenant, il faut partager les responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est là où je me pose la question à mon frère, que quand il dit, attendons, qu'est-ce qu'on attend? On attend le résultat de l'enquête, on attend si les faits sont avérés. C'est l'enquête qui va déterminer si les faits sont avérés, ou pas. C'est l'information judiciaire qui va le déterminer. Je vous comprends. Ça veut dire que, moi je vous donne raison, ça veut dire que pour l'instant, ce qu'on nous démontre là, je pense que c'est de la comédie. Ah oui, pour l'instant. Parce que s'il faut attendre les résultats, pour l'instant, ce qu'on nous démontre avec la maman... On vous dira qu'il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est pour cela que je dis ça a été monté. Donc, disons donc que les vidéos ont été montées. La maman est en train de perdre ses énergies. Et l'enfant a menti. Et les autres joueurs qui se plaignent ont menti. Tout ça a été orchestré. Non. Il y a un sujet d'actualité. Il y a un sujet d'actualité qui s'est passé dans un club, Victoria United. Il faut maintenant qu'on cherche à savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai? Le joueur a été interpellé. On voit déjà des navettes. Le joueur n'est pas en sécurité auprès du président. Il se déplace vers sa maman. On veut savoir avec sa maman qu'est-ce qui s'est passé. La maman intervient, il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais maintenant, quand on attend la justice, on n'attend pas la justice parce qu'il y a une affaire qui est fausse. On attend la justice pour que la justice frappe la main sur la table. Parce qu'il y a un problème qui s'est passé. Qu'on regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est à l'origine pour qu'un acte comme ça arrive dans un club qui est très apprécié, qui a même montré ses qualités. Mais ce que tu dis est très important, mais ce que je voudrais dire, ce que je voudrais faire remarquer absolument, nous, vous, moi, nous tous ici sur ce plateau, nous avons entendu que l'autorité administrative de la localité, c'est-à-dire ça peut être le sous-préfet ou le gouverneur, a décidé qu'on mène une enquête. Et c'est ça qui développe. Parce que ce que le coach est en train de développer, c'est une réalité de prudence. Il fait confiance à cette autorité-là qui va nous donner les conclusions. Et quand on connaît à fond les conclusions, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a derrière ces histoires de football, je vous dis ça, ceux qui ont des parents qui sont des comédiens. Il y a des enfants qui sont des comédiens. Il y a des besoins de part et d'autre. Il y a du faux de part et d'autre. J'ai vu les dirigeants complètement faux. Complètement faux. Vous avez dit que malheureusement, nous sommes dans un pays où les résultats peuvent, après enquête, peuvent tomber dans les oubliettes. Vous l'avez dit. Voilà, c'est donc, si ça tombe dans les oubliettes, qu'est-ce qu'on va faire? Les enfants continuent à rester dans la sécurité totale. Puisque nous sommes dans un état de droit et que nous avons un pouvoir judiciaire, nous avons la police qui mène les enquêtes, les policiers qui mènent les enquêtes, et il y a tout le Bataclan judiciaire qui existe. Si vous pensez que tout cela ne va plus donner des résultats, alors nous sommes morts. Alors nous sommes morts, le pays n'existe plus. Mais il faut donner, comment dire ça, une certaine crédibilité à l'autorité locale, qui de plus est l'autorité de l'État du Cameroun. Et en tant qu'autorité de l'État du Cameroun, nous supposons qu'une enquête va être menée. Parce que tel que nous le voyons, moi je le vois pour la première fois, tel que ça se présente là, c'est même Maroc qui me donne le maximum d'informations. Si on me dit, vous êtes juge, qu'est-ce que vous pensez? Ma première réaction serait de faire des enquêtes pour qu'on ait le cœur net sur la réalité de ces choses-là. Ces premières choses, ça fait en priorité, et c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Effectivement, Lydie, comme j'étais en train de développer, quand je parlais de oui et non, je parlais de la fédération parce que la fédération est aussi en pole position comme nous pour attendre les enquêtes. Je pense que la fédération sera obligée d'avoir les vraies informations. Mais moi, à la place de la fédération, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle fasse? Donc elle ne réagit pas, elle attend l'enquête aussi. Oui, puisque la fédération ne va pas, la fédération a l'information qu'une enquête est ouverte. C'est quand même la fédération ne va donc pas, la fédération ne va donc pas empiéter sur l'enquête pour dire bon, en tant que fédération, il faut qu'elle frappe vite. Tout le monde sera en stand-by pour attendre les enquêtes. Mais à la place de la fédération, j'aimerais qu'on essaie de ramener le président même à des sanctions sévères pour qu'il ne continue pas. Parce qu'il a essayé d'afficher plusieurs actes qui ne regardent, qui n'ont aucun lien avec le sport en général et le football en particulier, jusqu'au point où il est arrivé à ce niveau-là. Alors, des sanctions doivent tomber jusqu'au point où il ne doit plus déranger. Je voulais dire le football, non, il ne doit plus déranger, c'est-à-dire le staff
l'environnement jusqu'aux supporters. Moi, c'est-à-dire qu'au-delà même des sanctions judiciaires, il faudrait que la fédération il faut qu'on intervienne parce que ce n'est pas bon qu'un président quitte, il arrête son match de football. Ce n'est pas bon qu'un président se moque des entraîneurs alors qu'il n'est pas entraîneur. Ce n'est pas bon qu'un président essaye de séquestrer les joueurs. Parce que je vous ai parlé de la sécurité socio-émotionnelle, la sécurité psychologique. Ce footballeur, quel que soit quel que soit peut-être les tripotages qu'on va faire, il ne sera jamais en sécurité. Et la sécurité en taux de pourcentage avancé pour le joueur, pour qu'il retrouve ne serait-ce qu'un peu, peut-être 50% de ses jambes, c'est qu'il soit, si et seulement si, avec un problème qui est déjà d'actualité, qu'il voie comment il y a des résultats positifs contre son environnement qu'il a torturé, qu'il a séquestré. Je pense qu'il peut revenir, il peut avoir une certaine motivation de pouvoir continuer à jouer au football, peut-être dans une autre équipe. Mais là, si la sécurité socio-émotionnelle et psychologique n'est pas regardante, ça ne vaut pas la peine. On va continuer à rester pour dire non. Si on attend les résultats et entre-temps... C'est une situation qui a des conséquences sur le joueur. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai parlé de la sécurité physique. Est-ce que le gars est encore physiquement en forme? On ne sait pas. La sécurité socio-émotionnelle. Est-ce que... Mais il dit... Les maladies les plus graves sont les maladies psychosomatiques. Absolument. On ne blague pas. Si vous n'êtes pas équilibré au niveau de la tête, je vous parlais de cela, au niveau de performance d'un sportif en carrière, où je vous parlais de la performance physique, de la performance neurophysiologique et de la performance cognitive. Si le joueur n'est pas dans ces performances, ça n'existe pas. Et on ne peut qu'attaquer le joueur. Physiquement, tu peux l'attaquer, il se remet, il y a les kinésithérapies, il y a les kinésithérapeutes, il y a beaucoup de gens. Mais sur le plan psychologique, même le psychologue aura sérieusement du travail avec lui, sérieusement pour qu'il se remette. Donc, il faut, moi je dis, je comprends, on reste en réserve, on attend des sanctions, mais il faut que les sanctions soient sévères. Pas seulement pour le président de Victoria, pour qu'aucun président ici ne refasse un peu ce genre de cas. Parce que ce sont les acteurs de football qui font en sorte qu'ils s'asseyent dans les tribunes et qu'ils applaudissent, surtout quand ils ont de bons résultats. Oui, mais pour qu'il y ait sanction, il va falloir que l'infraction puisse être établie. Parce qu'il ne faut pas sanctionner comme ça pour sanctionner. Pour qu'il y ait sanction, il faudrait que l'infraction soit établie. Parce qu'il faudrait que ce soit bien clair. Parce que, écoutez, moi je dis que il faudrait qu'on fasse attention parce que cette situation-là, la situation de Opopo, elle est assez spéciale. Parce qu'en réalité, en même temps, on voit une équipe qui essayait de mettre une certaine organisation en place que les autres équipes, c'est-à-dire que le fait d'avoir tous ces joueurs dans la même cité et tout. Oui. Mais si jamais il s'avère que cette façon de faire cacherait plutôt d'autres choses, d'autres pratiques, ce serait assez grave. Moi, j'ai apprécié, j'ai particulièrement admiré cette initiative de Popo d'avoir mis sur pied une cité qui lui permet de loger tous ces joueurs au même endroit. Ça permet de rendre le travail beaucoup plus facile. Mais si jamais ce serait une tactique pour avoir les gens qu'on met sous soumission, alors là, ce serait extrêmement dangereux. Ce serait extrêmement dangereux. Mais il faut... C'est un aspect qu'on soupçonne, absolument. Mais bon, il faut rester circonspect. Oui. Il faut rester circonspect, attendre, parce que je pense que l'autorité administrative du Sud-Ouest a pris des mesures conservatoires qui s'imposaient à extraire le garçon de cet environnement, de ce milieu. Maintenant, l'action a été engagée par ses avocats. L'information judiciaire va être ouverte et va certainement nous révéler le fin mot de cette affaire. À la fin après quoi, chacun pourra se faire sa religion. Pour terminer, puis on parle de... J'ai envie d'aider les autorités à mener à bien cette enquête en leur disant ceci. Je suggérerais, vraiment pour une enquête bien menée,
et que la Fédération de football ne programme plus les matchs de Victoria. Première des choses. Mesures conservatoires. Première des choses. On ne peut pas faire une enquête tant que Victoria est programmée pour le week-end prochain. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, première des choses, on arrête de programmer les matchs de Victoria United dans un premier temps. Pourquoi je le dis? Parce que tout le monde s'accorde à dire, passez-moi la tautologie, que ce président agit comme ça, comme s'il était en réalité, lui, le chef de l'exécutif de la FECAFOOT. Tout le monde le dit. Que ce soit les confrères, que ce soit les observateurs, en l'état. Parce que je me réjouis jamais assez, justement, de l'intervention de Maître Biba. Mais vous ne pouvez pas. Comment pouvez-vous vous imaginer? Je suis un président de club. Si je n'ai pas l'aval, j'allais dire de l'exécutif, que je me permets de rentrer sur un terrain de foot, pendant que le match se joue, je prends le ballon comme on le faisait, mais on ne peut plus poser ces actes-là, même aux interquartiers. Ça n'est plus possible, parce que les interquartiers sont régis, justement. Mais vous vous rendez compte. Donc moi, je pense que... est programmé dimanche. Normalement, on soit stade on est à la nuit du sport sur STV, Spectrum Télévision, une chaîne très sympa, très écoutée, et une émission, justement, dont la présentatrice a été couronnée, justement, par un prix. C'est très important ce que je suis en train de dire. On ne peut... Il reste 20 minutes. Je suis en train de dire... Non, moi j'aime même les autorités, parce qu'il faut que lumière soit faite dans cette affaire. La première des choses consiste à faire, à ne plus programmer les matchs, vraiment de dire à Stade Renard, excusez-nous un peu, le président de Victoria, comme le dit mon jeune frangin, aurait... Comme le dit mon jeune frangin, est présumé coupable. Est présumé innocent. C'est vrai. Non, je ne lui concède. Dans le temps de voir Donc, le temps de voir plus clair, qu'on ne programme plus les matchs de Victoria. Parce que tout le monde s'accorde à dire, et depuis longtemps, que le président de Victoria agit comme ça, parce qu'il a l'aval de l'exécutif. Le procureur de la République en avisera. Le procureur de la République en avisera. Le procureur de la République en avisera. Comme le doyen a dit, on va avancer. Mais ce que je peux ajouter, c'est quoi? C'est que on reste très réservé, comme il a dit. Parce qu'il y a quoi? Un sujet d'actualité, il y a une enquête qui est ouverte. Maintenant, je pense que constamment, on reviendra sur les plateaux et on va développer d'autres situations qui vont naître en dehors de celle-ci. Parce que ça va nous permettre d'apporter d'autres expertises en termes de ce genre de... Les situations vont naître, mais il y en aura qui seront révélées. Il y en aura qui seront mises en exergue. Parce qu'en l'état, que ce soit pour lui ou pour les autres, certaines langues sont en train de se délier. Donc la naissance, évidemment, on est sympa tous d'être pères, ça c'est une certitude, mais révéler justement sur certaines choses qui se seraient faites en backstage pour aller dans son sens. Il va m'amener à finir l'émission en le confiant. Affaire à suivre, comme on dit. Alors, on va donc s'intéresser à la Fédération camerounaise de football. Il y a quelques jours, certains membres du comité exécutif se sont rendus au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique afin de pouvoir rencontrer le patron de ce département ministériel, le professeur Narcisse Moelle-Kombi à Yaoundé. On se rappelle que quelques jours plus tôt, le comité exécutif, via la première vice-présidente Céline Lécon, avait introduit une demande d'audience. Et si on peut avoir les images justement de ce comité exécutif qui s'est rendu du côté du ministère des Sports, Adonis Yamen, Landry Ossa derrière la machine. Si on peut avoir ces images-là, on va quand même voir qu'à la sortie de cette rencontre avec le ministère des Sports, ces membres du comité exécutif, personne n'avait souhaité évidemment s'exprimer. Et c'est pas ça. Et quelques heures plus tard, il y a eu une conférence de presse au niveau même du siège de la fédération. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Les images des membres de la FECAFOOT. Voilà. Merci bien à la réalisation. Voilà. Ces membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football qui, c'était mercredi dernier, qui se sont rendus donc au niveau du ministère des Sports pour rencontrer le professeur Narcisse Moelle-Kombi. Et on peut voir Céline Lécon, Pierre Batamac et bien d'autres, Stéphane Foucault, voilà, et bien d'autres. Après, il n'y a pas eu de déclaration là,
Mais quelques temps plus tard, au niveau du siège de la Fédération camerounaise de football à Tinga, le professeur Prosper Koumvondo notamment a bien voulu revenir sur l'objet de cette audience-là que le COMEX a demandé au ministre des Sports. Je vous propose de revenir rapidement sur cet extrait du point de presse donné par la FECAFOOT ce jour-là. Si on peut écouter le professeur Koumvondo. Ministre en charge des sports, nous allons devoir vous demander de bien vouloir reprendre celui que vous avez mis à notre disposition. Peut-être alors que vous nous trouverez un autre. Peut-être alors que nous prendrons nous-mêmes, en tant que membres du comité exécutif, nos responsabilités. Et lorsque nous prendrons nos responsabilités, les décisions que nous allons prendre s'imposeront au président de la Fédération camerounaise de football. Voilà le message que nous sommes allés dire à M. le ministre en charge du sport, autorité de tutelle. Mais au-delà, c'est lui qui a recruté cet entraîneur et l'a mis à notre disposition. Nous attendons. Monsieur le ministre en charge des sports nous a bien reçus, ça il faut le dire. Il nous a écoutés. Nous osons penser qu'il nous a compris. Toujours est-il dit qu'il nous a fait savoir qu'il a une note. Nous attendons donc qu'il nous appelle pour nous dire quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à cette affaire de l'entraîneur sélectionneur. Voilà cet extrait de ce point de presse donné par le professeur Koumvondo avec quelques membres également du comité exécutif de la FECAFOOT, Timothée Makongo. Vous l'avez écouté. Oui. Si on résume un peu le professeur, le commerce allait dire au ministre des Sports, écoutez, l'entraîneur mis à disposition auprès de la Fédération camerounaise de football, bon, on va vous... le problème maintenant, vous savez, quand vous regardez l'évolution du football du Cameroun depuis les années 82, où nous avons fait une première fois une Coupe du Monde, 86, 90 et autres, nous avons fait, en 90, c'était comme un coup de poker. Nous nous sommes retrouvés brutalement face à de nouvelles dispositions, c'est-à-dire un nouveau type de marketing, parce que le budget marketing du Cameroun, à l'époque, valait à peu près tourner autour de 350 millions. Et avec l'arrivée, notre propulsion dans les hautes sphères du football mondial, nous nous retrouvons 1 milliard, 2 milliards, puis 20 milliards avec Puma. C'était la folie. Donc une nouvelle donne entrée dans le football. Ce football qui, pendant des années, a fonctionné très sainement avec les mêmes dispositions statutaires au niveau de l'Assemblée générale de FECAFOOT, au niveau du comité exécutif, au niveau même de la présidence. Ces choses ont été respectées. L'éthique a été respectée. Et on a vu une évolution qui a failli prendre de l'ampleur sur Iya Mohamed. Malheureusement, il y a eu à ce moment, comme il y avait de nouvelles alliances liées à l'argent, une corruption nouvelle est entrée. Comment m'expliquer que brusquement, ces tests qui ont marché pendant des années, les tests et règlements du Cameroun, qui faisaient que le ministère des Sports était la tutelle, la fédération était l'organe technique, qui prenait des décisions, qui recrutait même les entraîneurs et qui s'occupait avec, parce qu'il y avait malheureusement quelque chose qui ennuyait, c'est parce que les équipes nationales appartenaient à l'État du Cameroun. Elles appartiennent toujours. Non, c'est maintenant une combinaison. Non, elles appartiennent. Je vous explique pourquoi c'est une combinaison maintenant. Sous Iya Mohamed, il y a donc ce qu'on appelle convention Miges-FECAFOOT. Cette convention, en fait, la base de cette convention était financière. Parce qu'à l'époque, nous découvrions, nous, le Cameroun, que pour préparer une Coupe du Monde, la FIFA nous donnait 4 milliards 800 millions de francs. Ce qui était incroyable. Nous découvrions qu'une équipe qui arrive en finale d'une Coupe africaine se retrouve avec 2 à 3 milliards de francs. C'est pour ça que Coton Club
à développer cette politique pour arriver au moins en quart ou en demi-finale, sachant qu'à partir des quarts de finale, ils peuvent avoir 1 milliard de francs, ce qui peut leur permettre de donner un salaire de 12 millions à un entraîneur. 12 millions par 12 mois, ça fait combien? 144 millions par rapport à 1000 millions qu'on a gagné pour une groupe. Donc, vous savez, ce rapport de force venant de l'argent, parce que les gens ont des choses qu'on ne dit pas dans d'autres rapports de force. Tous les joueurs qui sont professionnels à l'extérieur, nous en avons à peu près un peu plus de 200 en ce moment, chaque fois qu'ils font un contrat, 5% de ce contrat tombe dans un compte. D'où la nécessité de faire. Parce qu'à un moment donné, le football pouvait s'autogérer sans avoir besoin des fonds de l'État. Oui. Et ça a fonctionné presque pendant 10 ans. Mais l'État a dit, si on va dans la situation. Donc il y a une convention 45-55. Celle que l'État avait 55 et l'Africa Foot avait 45. Aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est l'État qui a 55 et l'Africa Foot qui a 45. Donc c'est une question d'intérêt. Les intérêts sont venus. On a commencé à couper les tests qui ont marché. Parce que je ne comprends pas le rôle que vient de faire lui, peut-être en tant que juriste va nous expliquer. Le rôle que vient de faire, c'est on empêche, en disant on met une convention pour arranger quelque chose, on ajoute une autre convention là, on déboute ceci, on retire ça, on ajoute ça. En fait, les tests étaient parfaits. À partir du moment où il y a des alliances, parce que quand vous voyez même cette histoire où brusquement c'est le ministre qui décide, le ministre n'est pas entraîneur. On a une direction technique nationale. Nous avons des entraîneurs qui ont fait des concours qui dépendent directement de la FIFA, qui ont la dimension de la FIFA. Nous avons un Wansi, par exemple, je prends un simple Wansi qui a été pris une fois par la FIFA parce que c'est une dimension extraordinaire. Et que nous voyons encore, nous, les Camerounais, qui avons prôné pendant longtemps la camerounisation des cadres au Cameroun, nous nous remettons dans une réalité où nous pensons que c'est l'entraîneur blanc qui est quelque chose et que nous ne pouvons pas, nous, avoir les dispositions, les qualités nécessaires pour former un entraîneur camerounais qui soit Bafia, Bamileke, nordiste ou n'importe quoi. Nous n'avons pas les dispositions pour ça. Nous avons des ministres camerounais. On n'arrive pas à regarder le cas de Conceição, qui pour partir, on lui donne 1 milliard de francs. Et le Cameroun, tout à plus d'un milliard. Plus d'un milliard. Plus d'1 milliard 200 millions de poussières. Mais c'est impensable, incroyable. Pendant ce temps, il y a des couveuses qui manquent peut-être dans les hôpitaux, quelque part. C'est quelque chose d'impensable. Ça veut dire que nous sommes dans une réalité d'aliénation. Et cette aliénation a commencé à partir du moment où on a commencé à faire entrer dans les structures techniques, professionnelles. Heureusement que les judokas, c'est bien. On a fait commencer à entrer des professeurs de droit. Le droit n'apporte aucune intelligence au football. Le droit... Quand moi, chef d'un établissement, j'ai dit que tous les mercredis, nous allons manger les beignets et l'haricot, c'est une règle que j'ai établie. Ce n'est pas un professeur de droit qui viendra remodifier la lettre. Au point que, est-ce que vous imaginez que notre chef d'État, pour la première fois, parce qu'un entraîneur, nous avons eu des Claude Leroy qui ont fait des choses avec beaucoup d'humilité, un entraîneur parce qu'il a qualifié le Cameroun à la CAN, ce que beaucoup de Camerounais avaient déjà fait, on le reçoit à la présidence de la République. C'est une aberration. C'est une histoire extraordinaire. Vous ne dites pas toujours ce que vous pensez de cette démarche, par exemple, du COMEX au niveau de la démarche du COMEX, je dis que ça entre dans la même folie parce qu'ils sont le comité exécutif. Ils ont reçu, en tant que comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, le droit de débouter un entraîneur. Ils appliquent leurs droits, les prérogatives, parce qu'ils sont là-dedans. Maintenant, si ils sont dépendants par des accords... Non, si on comprend, ils ont le droit de faire... Même pas d'aller voir le ministre, mais de prendre une décision en tant que comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Aller voir le ministre, ce n'était pas forcément nécessaire. C'était pas nécessaire pour moi. C'était pas nécessaire. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut quand même faire, qu'il faut dire. Parce que dans cette évolution, de nécessité de respecter les institutions camerounaises et de respecter une réalité éthique du Cameroun, la tutelle, ils peuvent le faire. Mais seulement, en le faisant, moi, quand j'écoute la télévision, il y a des conflits qui naissent que je n'arrive pas à comprendre. Vous ne pouvez pas imaginer qu'un blanc qui sort de n'importe où, devant une icône, Eto'o est une icône, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est une icône, c'est un papillon, je ne sais pas, c'est un truc en or pour le Cameroun. On devrait
même de manière indirecte que vénéré. Il est impensable qu'un... Non, même de manière indirecte. Je dis même de manière indirecte. Il pèse les mots. Je pèse mes mots. Il n'a pas dit ça. Il a dit, même de manière indirecte. Il ne faut pas déranger pour le verbe vénérer. Même de manière indirecte. Il a utilisé vénérer comme ça, tu comprends. Je veux dire qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui tire sur ses gloires. Vous prenez les États-Unis d'Amérique, vous prenez la France, vous prenez l'Italie, vous prenez... Ils tirent rarement sur leur gloire. On a vu Beckenbauer en Allemagne faire des erreurs, mais Beckenbauer était devenu une gloire intouchable. Et tout est une gloire. Il n'y a rien à faire. On a tenté de toucher Zidane. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu ce qui s'est passé en essayant de toucher Zidane. Donc, j'ai dit, quand un pays tout entier, avec sa machine administrative, tire sur un artiste, je ne comprends pas. Un ministre nommé par un président de la République, lui élu, qui pense qu'il est à la même hauteur qu'une icône comme et tout. Moi, c'est un truc que je n'accepte pas déjà dès le départ. D'accord, Timothée Wakongo. Vous êtes ancien footballeur, on comprend votre position. Non, c'est pas parce que je suis footballeur, mais c'est en réalité, c'est même une quintessence qui est mondiale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer sur quelqu'un qui a porté tout très haut les couleurs de notre nation à cause d'un ministre qui a des accords à la présidence ou d'ailleurs, encore que la présidence elle-même est subdivisée ou multidivisée, je ne sais pas comment elle est. Alors, mais je dis que c'est là qu'est le vrai problème. Le problème vient des hommes qui dirigent cette nation. Le problème ne vient pas de la réalité et où le ministre... D'accord, Maxime. Le temps nous tient un peu. On l'a respecté. Non, merci, excusez-moi. Vous allez dépasser le doyen. Excusez-moi. Rapidement, Martial Biba, le professeur Koum-Vondor l'a dit, donc ils vont prendre, si on comprend bien, le comité exécutif va prendre ses responsabilités et remettre le sélectionneur à la disposition du ministère des Sports. Est-ce que pour vous, c'est ce qu'il devrait être quand on sait qu'on a quand même une compétition importante comme la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive dans quelques mois? Oui, je ne vais pas blesser les esprits de certains panélistes si je les vois gesticuler. C'est ce qui doit être fait quand on a à la tête un président d'une fédération qui est quitté de la pelouse avec des talents et qui dirige une grande fédération dans un système de management bien appliqué. Moi, je dis, je parlais ici, le président de la Fédération Cameroun de football, M. Samuel Eto'o-Fils, a prouvé que son management est un management international. C'est un management exemplaire. Et que ici, je l'ai tantôt dit, il a montré premièrement la promotion de la collaboration. Deuxièmement, la communication. Troisièmement, la résolution pacifique des conflits. Le doyen l'a signifié. Quand vous avez posé la question, est-ce qu'ils étaient obligés d'aller au ministère? Moi, je voulais arracher la parole pour dire oui. Oui, parce qu'il a montré qu'il n'est pas là pour le va-t-en-guerre. Je peux sortir plusieurs exemples. Vous avez dans un pays, comme il a dit, un entraîneur qui arrive, qui se fiche pas mal de la fédération et de celui qui dit la fédération. Au début, le président était courroucé, mais après il a constaté, pour que le football marche, il faut qu'il reste comme sélectionneur, mais on va essayer de lui octroyer un staff technique. Mais en retour, qu'est-ce que l'entraîneur fait? Il faut minimiser celui qui est le président d'une grande institution comme la Fédération Cameroun de football. De deux, il y a eu la crise ici au niveau du ministère de l'Africa Foot. On n'a pas vu la réaction du côté du ministère et de l'entraîneur, mais on a vu la réaction du président de la Fédération camerounaise de football, dont on a parlé de la paix des braves. Qui a initié la paix des braves? C'est le président de la Fédération. Ça veut dire qu'il y a une partie de gens qui se positionnent pour la guerre et non pour l'amour du football. Et de l'autre côté, on aimerait que le football soit équilibré pour que tous les acteurs soient à l'aise. Donc ce geste, c'est un geste qui marque, qui montre que le président de la Fédération Cameroun de football est là pour des démarches. Il faut passer par le MINSEP pour que demain, après-demain, s'il y a des sanctions, il y a des résolutions, qu'on ne dise pas qu'il a piétiné l'autorité pour faire comme, puisque généralement on dit il fait comme il veut. Mais maintenant, il est en train de démontrer qu'il ne fait pas comme il veut. On se plaint toujours. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'un entraîneur, on le disait, quand on parlait du président de Popo,
pourquoi il n'y a pas de réaction? Pourquoi depuis qu'il fait il n'y a pas de réaction de la fédération? Mais pourquoi depuis que l'entraîneur manque du respect à tout un peuple, combien de fois, à toute une fédération, il n'y a pas de réaction? C'est ça le véritable problème. Et le président de la Fédération Cameroun de football, je pense qu'il est dans sa démarche, dans une démarche positive. Il a commencé par le MINSEP et ce qui va s'en suivre maintenant, il faut que l'entraîneur assume et que le MINSEP assume et que le MINSEP, déjà qui nous a démontré que lui, il est là uniquement pour le football. Je prends à témoin mon frère qui est là. Il y a une fédération qui a 2 présidents, il n'y a pas de réaction. Il y a d'autres fédérations. C'est lui qui a causé, il y a d'autres fédérations où les athlètes ne voyagent pas à cause des primes et d'autres choses, il n'y a pas de réaction. Mais pour la fédération quand même de football, on laisse un entraîneur qui n'a pas un palmarès, qui n'atteint même pas le tiers du palmarès du président d'une fédération et qui s'amuse à dire n'importe quoi, déjà avec des paroles déplacées, peut-être qu'il se base sur un certain nombre de choses pour réagir ainsi. Mais moi, je conclue tout simplement à dire, un entraîneur de football, sélectionneur, doit être un psychologue, il doit être un gendarme, doit être un médecin. Quand tu es appelé dans une équipe nationale, tu trouves ce genre de problème, tu n'entres pas dans un système pour pourrir l'ambiance, parce que maintenant, cette pourriture, il est accusé, même si on dit que tel parti est à l'origine, tel parti, on va le mettre au centre, parce qu'il s'est affiché négativement. Et donc, il faut commencer par cette démarche qui est appréciable. Et après cette démarche, il dit, moi, nous serons toujours sur le plateau. L'entraîneur, je ne le souhaite pas. Il faut qu'il se ressaisisse rapidement, sinon il aura de sérieux problèmes, M. Marc Brice. Il aura de sérieux problèmes. Non seulement avec la fédération, mais avec les acteurs du football. Alors, Emmanuel, on devrait comprendre que l'avenir de Marc Brice s'écrit désormais en pointillé. Non, on ne peut pas le comprendre en réalité. J'ai l'impression que mes 2 prédécesseurs, le doyen, on lui a laissé 12 minutes de monologue par respect justement, et puis mon jeune frère maître, j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas au Cameroun. Évidemment qu'il est des lois universelles, mais on a coutume de le dire, le premier sportif en premier, le Cameroun c'est le Cameroun. J'ai jamais, depuis que je fréquente les milieux de foot, depuis qu'il m'échoit l'honneur modestement de parler de sport, singulièrement de foot, je n'ai pas connaissance que la Fédération camerounaise de football ait nommé un sélectionneur. Ça, vous le savez. Vous êtes sans ignorer que les lions indomptables sont comparables, sont comme le drapeau du Cameroun, etc. Et par conséquent, c'est un domaine réservé à la présidence de la République. Tous les sélectionneurs du Cameroun, je ne dis pas que c'est l'idéal, parce qu'ailleurs, justement, à la 3F, etc., c'est le patron de la fédération qui nomme son sélectionneur, voyez-vous. Mais au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. Pour qu'il y ait une nomination de l'entraîneur, avant même la convention de 2014-2015, c'est la présidence de la République. Qu'est-ce que la fédération fait? A toujours fait, la fédération à la limite peut suggérer. Mais on a vu certaines suggestions de la fédération, des shortlists justement, qui in fine ne faisaient pas partie du sélectionneur final. C'est la présidence qui nomme. Donc à partir du moment où je l'ai dit, je poursuis en disant ceci. J'ai souvenance, et vous avec moi, qu'il y a eu une sorte d'arrangement la dernière fois. C'est-à-dire le MINSEP et le président de la FECAFOOT ont apposé, se sont entendus, aidés en cela justement par les décideurs, de faire une liste consensuelle d'entraîneurs et des adjoints. La fédération de football, c'est-à-dire celui qui engage la fédération, le président de la fédé a posé sa signature, le ministre des Sports aussi. Quand je l'ai dit, d'où vient-il donc que, et troisièmement, après que le président de la République, au demeurant premier sportif du Cameroun, ait félicité les Lions indomptables et leurs encadreurs, d'où vient-il que pour ces 3 raisons, que les membres du comité, certains membres du comité exécutif s'en aillent au ministère, justement, poser 18 griefs, et tout en expliquant au ministre que, ben voilà, ils ont envie de faire partie du sélectionneur. Est-ce que quand le président de la FECAFOOT et le MINSEP, justement, d'un commun accord, aider en cela, évidemment, je ne dis pas les décideurs, se résolvent d'enterrer l'âge de guerre, de sortir une liste consciensuelle au-dessus de laquelle j'ai envie de dire, Marc Brice est entraîneur, mais pourquoi ils viennent encore par la suite? Moi, c'est la question que je me serais
attendu que vous me posiez cette Est-ce que peut-être la réaction de Marc Brice après le tirage au sort de la CAN au Maroc, c'était peut-être pas ça la goutte d'eau? Je vais vous dire. Il n'a pas peur du tout. Vous pensez que alors que la Brice question déjà, qui lui est posée... Marc Brice, déjà, il faudrait comprendre une chose. Il est un flamand. Par conséquent, ce n'est pas le français qui est sa langue de prédilection. Évidemment, même s'il m'arrivait... Il a dit autre chose, alors peut-être on n'a pas bien... D'accord, allez-y. Allez-y. Oui, allez-y, Emmanuel. Je ne suis pas intervenu. Comprenez donc, je ne voudrais pas que vous preniez au mot au premier degré, il me l'a dit tout à l'heure, quand le doyen a parlé de vénérer, que vous preniez au mot, justement, au premier degré, les déclarations de Marc Brice en français. S'il le disait en flamand et qu'il se faisait traduire, on comprendrait qu'il a... Pourquoi il le dit? Marc Brice, tout le monde s'accorde à le dire en ce moment, que le déplacement pour le tirage au sort était entaché quand même de quelques irrégularités. Comment vous pouvez, justement, permettre aux sélectionneurs de se déplacer le 25 et de revenir le 27, tout en sachant de manière pertinente que c'est le 27 qui est la date retenue pour le tirage au sort? Mais forcément, ça énerve le sélectionneur. Ça, c'est une certitude, d'une certaine manière. Il peut également comprendre que c'est du mépris ou du moins on ne lui permet pas de faire son travail en bord et du fond. Je ne voudrais pas que sur ce plateau, qu'on prenne Marc Brice justement pour celui-là qui est venu enterrer tout le Cameroun en manquant du respect aux icônes. Mais encore une fois, pour cette question, je convoque la métaphysique, je convoque la nature. Mais maître, vous faites les arts martiaux, et ça vous le savez, je vous regarde dans les yeux. Vous savez pertinemment que ce que vous faites à quelqu'un, vous le recevez en bien comme en mal. Vous savez de manière pertinente que le respect est mutuel. Ça, vous le savez. Vous parlez de Zinedine Zidane. Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour l'équipe de France? La seule chose que d'autres pensent qu'il a fait de mal, c'était le coup de boule en finale. Vous sentez Zinedine Zidane? Il est dans certains faits divers. Est-ce que Zinedine Zidane, c'est le jeu, etc., etc. Je voudrais permettez-moi, c'est pas vous. Tu nous perds un peu parce que non, doyen, il est logique. C'est pas vous qui modérez l'émission. Il est logique. Avec tout le respect que j'ai pour vous, vous avez, moi je le comprends très bien. 12 minutes. Je le comprends très bien. Par respect pour vous, on est pratiquement en fin d'émission, donc capitalisons un peu sur le temps qui nous reste. Que je dise des choses. Je voudrais, parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on nous ramène. Tu as beaucoup de parenthèses que tu c'est ce qu'on nous perd. Mais encore une fois, doyen, c'est pas vous qui modérez l'émission. C'est pas vous qui en êtes là. Vous êtes intervenu. Emmanuel, allez-y. Je ne vous ai pas coupé. Allez-y, Emmanuel. J'étais en train de dire ceci. À chaque fois, vous parlez de respect, mais je voudrais que vous compreniez que le respect, il est mutuel. Je voudrais que vous l'admettiez, voyez-vous. On dresse son lit comme on s'y couche, voyez-vous. Et ça, vous le savez. Parce que quand on fait les arts martiaux, on a une sorte d'initiation. D'accord? Avant même que vous ne respectiez quelqu'un, avant qu'on ne vous respecte, moi je ne suis presque rien dans la nature, mais pour rien au monde je vous manquerai de respect, encore moins mon jeune frangin, même si il était, évidemment qu'on n'a pas les idées semblables. Donc c'est un peu ce que je voudrais mettre en exergue. Donc pour revenir au séjour de 25 minutes de certains membres du comité exécutif au ministre des Sports pour dire ceci. Et quand les chefs chez nous, les Bantous, évidemment, c'est Bouboutou qui le disait, je vais finir par là, qu'on n'est pas des cartésiens, on n'est pas au monde d'opposition, on est au monde de juxtaposition, voyez-vous, qu'un chef, justement, comme le président Paul Biya, donne une directive en appréciant les lions indomptables et les encadreurs, il n'était plus, à mon avis, judicieux, ou bien il n'était plus normal que certains s'en aillent à voir le ministre, rencontrer le ministre pour lui parler des griefs. Ce d'autant plus que ça, je l'ai dit. Il y a quelques mois, le MINSEP et le président de la FECAFOOT avaient fait une sorte de John Vention, justement, pour arrêter une liste de l'encadrement technique avec à sa tête Marc Brice. Et quel timing! Dans quelques semaines, dans moins de 3 semaines, on va jouer 2 matchs importantissimes. Est-ce que c'est le timing maintenant? Allez le savoir. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'était une visite qui cachait quelque chose. Pourquoi je le dis? La Fédération camerounaise de football a reçu le courrier de la FIFA du 13, justement, qui les prévenait une énième fois de la potentielle suspension du Cameroun lors de l'Assemblée générale de la FIFA qui va se tenir aux États-Unis le 27 et le 28 février, voyez-vous, avec justement une potentielle suspension du Cameroun. Moi, je me serais attendu, ça c'est des gestes, c'est des bons gestes que la Fédération fait. C'est-à-dire vous recevez une missive de cette importance de la FIFA le 13 décembre, vous la faites, vous la soumettez à la hiérarchie pour les avertir. Ça n'a pas été fait, je pense que c'était plutôt une visite qui cachait autre chose, mais intrinsèquement, je suis certain, ça n'était pas Marc Brice, c'était juste, j'allais dire, un prétexte. Voilà.
Alors, Martin Mapak, sur cette question, cette démarche du COMEX de la Fédération camerounaise de football, on a écouté longuement Emma, qui estime que bon, ça n'a pas lieu d'être, surtout quand on sait que les deux parties, à un moment donné, ont dû s'arranger pour adopter un staff technique. Ça, on l'a vu. Et là, on se disait que, OK, c'est terminé, on passe à autre chose. Mais là, on a l'impression qu'on revient encore dans les mêmes problèmes. Ben écoutez, quelles sont les deux parties qui se sont entendues? Ce n'est pas Marc Brice et la fédération, c'est le ministère et la fédération qui se sont entendus. Marc Brice est un employé mis à la disposition de la fédération. Et en matière de droit de travail, il y a ce qu'on appelle le lien de subordination. Et ce qui, par ricochet, signifie que tout acte d'insubordination est une faute grave qui est susceptible de sanction. Alors, maintenant, quand je dis cela, on va me ramener le discours du chef de l'État, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a félicité l'encadrement. Il n'a pas précisé, parce que l'encadrement n'est pas que technique. C'est tout un ensemble. Et c'est cette responsabilité, c'est au nom de cette responsabilité qu'au lieu de procéder de manière cavalière, le COMEX a cru bon d'aller voir son partenaire, le ministre des Sports, qui a mis à sa disposition un individu qui est sélectionneur national. Alors, quand vous savez, moi j'ai été dans un lycée où vos bonnes notes en classe ne vous mettez pas à l'abri d'une exclusion si vous êtes indiscipliné. Voilà. Donc, Marc Brice a beau être, il peut être un très bon entraîneur, ses résultats témoignent pour lui, mais son attitude peut être un problème au bon fonctionnement des choses. Et c'est normal que son employeur, estime que malgré ses bons résultats, qu'il puisse se passer... n'est pas son employeur, c'est pas la FECAFOOT qui paie le sélectionneur, c'est l'État du Cameroun. C'est l'État du Cameroun. Le ministre n'est pas le partenaire de la FECAFOOT. Non, c'est pas la hiérarchie, c'est la tutelle. C'est la tutelle, c'est pas la hiérarchie. C'est la tutelle, c'est pas la hiérarchie. Le président de la FECAFOOT et aucun autre président n'est directeur, n'a rang de directeur au ministère. Merci Martin, merci Marcia, Timothée, mais les joueurs sont Emmanuel. Forcément, on va revenir. Forcément, on va revenir. Merci à tous. Il fait diversion. Aloné Fiamel, Landry Yossa, Yvan Bako, merci. Amis sportifs, à la semaine prochaine. Au revoir.